Est-ce qu'il y en a un qui est prêt à se faire pisser dans le froc avant que je passe à l'action? Je savais que je pourrais pas égaler son charisme. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Il était temps qu'on se retrouve pour ce genre de vidéo parce que maintenant il est temps. Ça fait depuis très longtemps que je rêve de pouvoir vous le faire, mais oui, enfin, après bientôt 8 ans passés sur cette chaîne YouTube et sur cette plateforme à poster des vidéos sur le cinéma et la télévision, ça y est, on est sur le point de le faire, mais oui, on parle de The Walking Dead. Croyez-moi, sur le long de ces 7 longues années passées ensemble, je n'ai consacré que 2 vidéos à The Walking Dead. Bon allez, une parce que sur la deuxième, bah en fait j'en ai parlé mais que brièvement, je vais parler d'autres séries après parce que c'est un top, enfin bref. Alors que pourtant The Walking Dead c'est sûrement l'une des séries les plus cultes du monde du zombie, peut-être même la série la plus culte du monde du zombie. Une série qui a pris tellement d'ampleur que encore aujourd'hui des fans font qu'en parler sur des forums, des gens ils consacrent des vidéos pour parler de sa chute. Et j'en fais partie d'ailleurs, sachez-le, donc du coup je vais pas redire ce que les autres ont déjà dit. D'autres consacrent encore des vidéos à cette série mythique, parce que oui, à l'heure où je vous parle, la série n'est toujours pas terminée, enfin, comment dire, c'est... compliqué. Il y a tellement de gens qui ont consacré des vidéos à cette série que même Cyprien lui-même s'est dit que ce serait une bonne idée de pouvoir le faire en podcast. The Walking Dead, c'est l'histoire d'un mec qui a pas beaucoup de chance dans la vie, en gros. Mais bien sûr, cela n'empêche pas certains et certaines d'avoir des avis bien tranchés à propos de cette série. Parce que oui, récemment, notamment sur Twitter, encore et toujours, il y a des avis ultra tranchés autour de cette série. Il y a une partie qui disent que The Walking Dead est la pire série de zombies qui n'ait jamais existé. Mais bon, soit ils ont pas vu pire, soit ils ont pas vu le début de la série. D'autres pensent que c'est la meilleure série de zombies qui n'ait jamais existé. Mais bon, soit ils ont pas vu mieux, soit ils ont pas encore vu la suite de la série. Et enfin, t'en as d'autres qui pensent que la série est parfaite et qu'elle n'a jamais été aussi wild qu'aujourd'hui et qu'encore aujourd'hui elle est encore capable de proposer de la qualité. Alors globalement ces avis sont divisés en ces 3 catégories que je viens de vous citer. Mais bon, on va même pas prendre en compte la dernière catégorie qui vas-y pue la merde en termes d'algorithme, mais on va prendre quand même les 2 autres avis qui, selon moi, sont peut-être un peu plus intéressants à mes yeux. Savoir si c'est la meilleure ou la pire série de zombies qui n'ait jamais existé. Et si vous voulez mon humble avis, moi je serais plutôt un peu entre les deux en fait. Par le passé, cette série nous a proposé à la fois du bon et en même temps du mauvais, tout autant du chef-d'œuvresque que du catastrophique. Je dirais que cette série est moyen. Genre vraiment moyen dans la base la plus moyenne qui soit. Je dirais que la première moitié de la série est exceptionnelle, voire même excellente, et que la seconde moitié, c'est la descente petit à petit jusqu'aux enfers, jusqu'à ce que bien sûr on ait plein de séries spin-off dont... D'ailleurs au passage, on va se passer des détails dans cette vidéo parce que j'ai la flemme de me les regarder en fait, tout simplement. Car oui, j'ai cette idée de vidéo depuis très très longtemps. Le truc c'est que j'attendais encore la fin de la série The Walking Dead. Or, on a eu la fin de la série principale. Du coup, c'était difficile de savoir si The Walking Dead s'était réellement terminé, contrairement à ce que certains pouvaient dire. Mais au statut auquel j'étais, j'avais déjà tourné la page de The Walking Dead depuis bien longtemps. J'étais passé à autre chose quasiment. Je ne m'intéressais plus du tout à cette série tellement elle m'avait déprimé sur ces dernières saisons. Pour vous donner un petit avis, je m'étais arrêté, allez, milieu de la saison 11, ouais, petit à petit. Ouais, je me confonds le nom des saisons. Parce que ça va être aussi ça le but de cette vidéo. Parler principalement de la série dans sa globalité, parler de sa chute. Et ouais, c'est la nouveauté des chutes de saga. On parle plus de saga cinématographique, mais on parle aussi de séries télévisuelles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres séries dont on puisse parler, qui ont vraiment chuté eux aussi. Et dernière petite info, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront, et à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront si jamais ces vidéos-là vous plaisent. Mais en attendant, on s'attaque à la vidéo, c'est parti! Mais vous devez être au courant pour les morts. Ceux qui restent, les rôdeurs.
Pour vous donner une petite partie de mon expérience de vie, je me rappelle, j'avais commencé la série à l'époque où j'étais au collège. La série diffusée le début de la saison 8, enfin en tout cas très bientôt à cette époque-là. Et je me souviens qu'elle m'avait attrayé l'œil un peu. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais déjà enchaîné Game of Thrones. Et pour attendre la saison 8, je me suis dit que j'allais avoir besoin de beaucoup de temps pour pouvoir rattraper un petit peu la mode, quoi. Tout simplement parce que j'avais envie d'être à la mode au collège. Et c'était une mode un peu pour tout le monde. C'était ce qu'il fallait faire quand t'étais au collège. Quand t'étais au collège, fallait que tu rattrapes ton retard, que tu sois en train de regarder la même chose que tout le monde, bref, fallait que tu t'intègres. Et moi, j'ai décidé de faire ça en regardant justement The Walking Dead, en tout cas dans son intégralité. Et je me souviens que dès le premier épisode, j'avais pris une énorme baffe. Et petit à petit, j'ai enchaîné la série, je l'ai saigné sa race jusqu'à la saison 8 dont on va revenir justement un petit peu plus tard. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que vous devez sûrement penser que je suis encore une fois qu'un gros boomer qui pense qu'à aimer ce que les gens ils aiment pas, etc., qui défend ce qu'ils aimaient à l'époque. Mais au fil du temps, un petit peu comme la majorité des fans, et j'ai décidé d'arrêter et de partir immédiatement, tout comme le prouve cette magnifique courbe d'audience qui a baissé vraiment à partir de la saison 7. Sachant que moi de mon côté, j'avais vraiment envie d'arrêter la série, enfin c'est pas que j'avais vraiment envie d'arrêter, mais c'est que je voulais vraiment passer à autre chose et ça c'est dû à des périodes dont on va revenir petit à petit tout au long de la vidéo. Et si je vous précise tout ça, c'est parce que vous devez certainement vous dire derrière votre écran: allez, vas-y, encore un gars qui a arrêté la série au bout de 9 saisons et qui va faire le malin en disant que la série est devenue nulle, machin, nanana. C'est bon, on connaît l'histoire, on a compris, tu vas pas tout nous résumer, machin, nanana, c'est bon, t'es nul à chier comme tu veux. Alors que si vous suivez mes vidéos, vous devez largement savoir que je suis très ouvert d'esprit, je suis capable de voir des qualités dans de la grosse merde et aussi de plutôt gros défauts dans un chef-d'œuvre accompli. Donc à ce stade, j'en ai strictement rien à foutre de savoir ce que vous pouvez penser, les gars. Donc non, je suis pas quelqu'un d'aigri qui aime taper sur ce qu'il aimait à l'époque. Non, je suis quelqu'un qui essaie de rester objectif et de voir exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis de toute façon, il faudrait être naïf pour se dire que cette série ne s'est pas mise à chuter d'un coup comme ça, juste par magie. S'il y a une baisse d'audience aussi énorme, c'est qu'il y a forcément une raison. Et c'est pas justifié par un petit tour de passe-passe de magie comme certains aiment le faire. Donc non, il est important de savoir exactement comment est-ce qu'on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo. Déjà pour vous montrer mon amour envers The Walking Dead et surtout aussi comment est-ce que ça a pu arriver que des fans aient décroché à cette série depuis bien longtemps. Déjà pour commencer, comment est-ce que cette série naît? Parce que bon, on est toutes et tous d'accord pour dire que rien n'est créé à partir de rien et qu'il y a forcément une origine à tout ça. Eh bien c'est simple, avant d'être une série, The Walking Dead c'était une série mais pas télévisuelle de comics, adaptée bien sûr par Robert Kirkman, qui est un auteur de comics et qui entre temps s'occupe aussi de la série Invincible, lui aussi adapté de comics. Disons que globalement ça raconte l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans le coma après une balle reçue en plein dans le corps, quoi, tout simplement, et qui se réveille au beau milieu d'une apocalypse envahie de zombies qui souhaitent bouffer des humains parce que c'est ce que souhaitent faire les zombies. Et au milieu on va suivre cet homme à la recherche de sa famille et il va s'en suivre plein d'aventures, plein de péripéties à droite à gauche. Bref, bon, c'est l'histoire du comic que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, certains et certaines aiment se vanter de dire que le comics de The Walking Dead est 10 fois meilleur que la série sur certains plans d'adaptation, etc., etc. Mais c'est alors qu'un réalisateur de renom va décider de se plonger dans le comics lui aussi. Enfin, dans le comics en général, pas dans le comics Walking Dead encore. Il cherche un comics qui pourrait être adapté en série télé, parce que lui aussi, il aimerait faire une série télévisée. Pourquoi pas, recherchons, flexons. Et The Walking Dead, lui, attire un petit peu l'œil. Il va voir justement l'auteur Robert Kirkman, et le mec, il est choqué de voir que ce réalisateur, c'est nul autre que Frank Darabont lui-même. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Frank Darabont, c'est simple, c'est celui qui a fait The Shawshank Redemption et aussi The Mist. Ouais, bon, ça a pas l'air ouf quoi, le gars il a pas fait grand chose non plus, faut pas non plus se vanter. Mais c'est aussi lui qui s'est occupé de La Ligne Verte et des Évadés, et c'est d'ailleurs aussi lui qui fera partie de ceux qui réaliseront les derniers épisodes de Stranger Things. Mais non! Et d'ailleurs, je le précise ici-bas, c'est le réalisateur le plus sous-estimé de toute l'histoire du cinéma. Voilà, je le dis, je le décrète simplement et clairement. Donc là, du coup, je vous laisse un petit peu vous imaginer à la place de Robert Kirkman. T'as fait un comics plutôt bien acclamé, bien accueilli par la critique. T'as l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma qui vient te rendre visite et qui te dit: hey, j'aimerais bien faire une adaptation de ton comics. En plus de ça, qui a déjà signé 3 adaptations de Stephen King. Franchement, tu vois ça, tu te dis: mais frère, mais comment est-ce que je peux ne pas refuser? En plus de ça, ça se trouve, mais la série elle va être, ouais, elle va être géniale. Mais après, est-ce que je dirais peut-être pas ça par nostalgie? Et ben justement, voyons voir exactement ce que nous propose déjà la première saison de cette série.
Bon déjà, il faut d'abord que l'on parle de son événement culturel qu'il a généré à travers le monde, parce que c'est indécent ce qui a fait le premier épisode de The Walking Dead déjà, tellement c'est planétaire. Bon déjà, spécialement pour la Comic Con de San Diego, le jour de sortie du premier épisode de la série, et bah des centaines de millions de personnes vont se déguiser en zombies le jour d'Halloween pour pouvoir célébrer la sortie de ce premier épisode qui promet d'être gigantesque et grandiose. Et il va d'ailleurs se passer la même chose à Madrid, à Londres, à Athènes et dans plein d'autres grandes villes autour du monde. Parce que, on pouvait clairement le dire à cette époque-là, c'était l'apocalypse zombie à son paroxysme à cette époque-là. Mais faut pas oublier que le zombie, c'est pas la créature la mieux vue dans le monde de la télévision et même du cinéma. C'est quelque chose d'un peu kitsch, d'un peu nul à nièce. Bon, j'exagère, mais bon, disons que les zombies, c'était pas le truc le plus bien vu. C'était un genre du cinéma, mais c'était quasiment de niche. C'était pas non plus le truc le plus révolutionnaire ou quoi. Voilà, ça avait une niche, ça plaisait à une partie de la population. Et tant mieux, voilà, on va pas les plaindre pour ça. Mais c'était pas non plus le truc le plus populaire. Donc du coup, dites-vous que diffuser le premier épisode de cette série, c'était un gros risque. Un risque déjà de se vautrer, et donc du coup de rendre le zombie assez kitsch pour des années à venir encore. Mais surtout, c'était pas très bien vu le zombie à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot zombie ne sera jamais prononcé dans la série. Soit on appellera ça des rôdeurs, soit des mordeurs, soit des marcheurs, ou soit des bagarreurs, enfin bref. Voilà, on va donner plein de noms au hasard comme ça, mais jamais le mot zombie. Même si c'est fait par Frank Darabont, on pouvait forcément y avoir des inquiétudes. On pourrait se dire que la série est kitsch, que les zombies, ce sera jamais une mode, ce sera jamais à la mode, et que ça générera jamais autant de revenus que ça, et que ce sera le genre qu'on jettera à la poubelle au plus tôt possible. Et voire même pire, il se peut même que ça puisse rester de niche pendant des années encore. Mais ce qu'on ignorait, c'est ce que ça allait générer rien qu'avec cet épisode. À son arrivée, le premier épisode de The Walking Dead fera 5 millions de téléspectateurs réunis sur une seule et même chaîne et sur un seul et même épisode. Et je parle d'une époque où le streaming, ça commence à peine à s'installer. On savait même pas ce que c'était qu'à l'époque le streaming. Enfin, si, on savait, mais pour les séries télé, ça se faisait presque pas, quoi. À cette époque-là, le seul rémunément qui marchait à cette époque-là, c'était les gens qui étaient réunis autour d'une télévision sur un seul et même programme. Et ça ne comptait absolument pas pour la suite. Vu que le streaming à l'époque il n'existait pas, et on pouvait pas se réunir, chacun de son côté, chacun dans sa chambre, qui regarde ou quoi. Non, c'était, tu te réunissais dans ton salon, tu regardais la série dans ton salon, avec une seule télé sur une seule et même chaîne, et t'attendais une heure bien précise, quoi. C'est-à-dire ce soir 21h, épisode de The Walking Dead qui va arriver, qui va choquer tout le monde, etc. T'avais pas genre un délai improbable ou quoi que ce soit qui t'était donné. Non, c'était un délai bien précis, et c'était, si tu regardais pas cet épisode puis le jour-là, t'avais des risques de te faire spoiler, et c'est à peine si on avait le replay à cette époque. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, on consommait pas la culture comme on le fait aujourd'hui, là, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que nous, on attendait une heure précise, on se réunissait toutes et tous ensemble, et on regardait le programme que l'on attendait depuis fort longtemps, et on se prenait des baffes par paquet de 12, histoire de dire à quel point cette série est géniale. Donc c'est pour ça que ce chiffre de 5 millions de téléspectateurs, il est plutôt important, surtout pour un épisode pilote. Je vous laisse imaginer un épisode pilote à cette époque-là qui avait généré autant de téléspectateurs en aussi peu de temps quand même, je rappelle. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui on est habitué à ce que, allez, première saison à 200 millions de téléspectateurs, nouvelle saison à 500 millions de téléspectateurs, mes couilles, alors que là, on parle vraiment d'un seul épisode diffusé vraiment sur une chaîne à une heure bien précise. 5 millions qui sont réunis autour de 1 heure d'épisode, c'est énorme. Et après, certains et certaines vont venir me dire que ouais, mais vas-y, de toute façon, les chiffres ils veulent rien dire, il faut jamais croire les chiffres. En général, c'est pas souvent en général quand on parle des chiffres, les gars ils peuvent se réunir tous autour d'une table, etc. La série sera forcément nulle, ça veut rien dire les chiffres. Alors c'est vrai, on a vu dans nos cas particuliers sur cette chaîne YouTube que les chiffres ça voulait pas forcément tout dire, mais observons quand même l'épisode pour se rendre compte de ce qu'on dit et savoir si cet épisode est aussi chef-d'œuvre que ce que l'on dit. Parce que oui, Monsieur Grimes en a fait une vidéo dédiée à ce premier épisode, et j'avoue que sa vidéo était pas mal, mais je trouve qu'elle passe à côté de certains détails, comme la plupart d'entre vous sur ces vidéos YouTube. Mais bon, je vais y ramener, bien sûr, mon propre ressenti sur cet épisode, pour vous dire exactement ce que j'ai ressenti le jour où j'ai regardé ce premier épisode, et où je me suis dit... cette série est géniale. Déjà, le premier épisode nous met directement dans l'ambiance. On voit une voiture au loin qui est en train d'arriver jusqu'au premier plan, avec le héros principal, Rick Grimes, qui se balade dans une station d'essence pour aller justement récupérer de l'essence pour sa voiture, pour qu'il puisse aller retrouver sa famille, etc. Bon,
Nous, on regarde cette scène, on sait pas ce qui se passe, on voit juste un shérif en train de se balader en ville tranquillement et on sait absolument pas ce qui se passe. On sait que il va pour aller chercher de l'essence sûrement et on voit que tout y est entièrement désolé. On sait pas ce qui s'est passé ici-bas. On voit juste une petite fille ramasser sa peluche, ce qui est étrange, hein, il est censé y avoir absolument personne. Et quand Rick lui demande de se retourner, qu'est-ce qu'il voit? Une petite fille au visage très difficile. Ouh là là. Ah, alors, les enfants, il y a forcément des jeunes enfants qui regardent cette vidéo, je tiens à vous avertir d'un truc. Le concept de cette série, c'est qu'il y a 50 litres de sang qui sont perdus par épisode. Donc voilà, si vous n'avez pas vraiment envie d'être traumatisé, et vu que j'ai la flemme de mettre des panneaux censure sur chaque blessure et chaque couleur de sang de cette série, eh ben je vais vous demander de immédiatement décarpir. Parce que j'ai pas du tout envie de vous traumatiser, surtout que il y a des scènes très écœurantes dans cette série que vous ne méritez même pas de voir à votre âge. Donc croyez-moi, cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour vous. Je vous conseille amplement de partir si vous avez au moins de 16 ans. Si vous n'avez pas cet âge-là, eh ben on peut y aller. Là déjà, on est directement mis dans l'ambiance. On a une petite fille, genre vraiment un enfant quand même, on sait toutes et tous. C'est innocent, c'est pur, on a envie d'en prendre soin, on a envie de la protéger ou de le protéger à chaque fois qu'il ou elle lui arrive une embrouille, etc., etc. On adore toutes et tous les enfants. L'enfant, c'est le ressenti de l'innocence pure, la douceur, la beauté, etc., etc. Donc ouais, quand tu vois une enfant défigurée comme ça, te faisant un petit peu peur et te faisant dire qu'il va te tuer, ouais, c'est assez dur de regarder un truc comme ça, surtout quand le héros principal décide de lui shooter dans la tête directement. Et le tout se passe sans presque aucun dialogue, à part celui de Rick qui, bon, appelle la petite quand même pour savoir si elle va bien. Sauf que bon, elle va pas bien, c'est déjà un peu tard pour dire si elle va bien ou pas, hein, surtout vu de la gueule qu'elle a. Mais déjà là, on nous met dans l'ambiance rien qu'avec cette première scène. On sait exactement à quoi est-ce qu'on va s'attendre et on sait que on n'est pas dans un monde de bisounours où tout le monde s'embrasse, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content et tout le monde s'entresuce entre eux. Et ce n'est qu'après qu'un générique assez angoissant, faut le dire, qui est plutôt ma foi sympa, que l'on retrouve nos héros avant cet événement et on va le voir. Bon déjà on retrouve le héros tout à l'heure, à savoir Rick, et qui est accompagné cette fois-ci de Shane, un autre personnage principal qui va être très intéressant, vous allez voir par la suite. On les voit discuter de beaucoup de choses, de beaucoup d'autres d'ailleurs. On entend Rick qui dit que sa femme voit quelqu'un d'autre sûrement, et il se confie en fait tout simplement, ce qui permet de créer une attache émotionnelle envers ce personnage. Tandis que Shane, bon de son côté lui reste un petit peu mis de côté, mais entretient quand même une très bonne amitié envers Rick et aussi envers sa propre famille, et ça se voit. On sent que ces deux-là, ils entretiennent un lien très étroit entre eux, comme si ces deux-là étaient faits pour être frères. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on nous met directement sur le feu de l'action, à savoir qu'il y a une course-poursuite qui se fait, et forcément, ça conduit à, cette scène que l'on connaît tous, cette balle qui sera, destinée à Rick, et qui fera, on ne s'en rend pas compte quand on regarde comme ça, mais changeante dans le monde de The Walking Dead, on s'en rend même pas compte. C'est cette balle qui sera l'élément déclencheur de toute cette histoire, et ça, on ne fait que s'en rendre compte et on nous fait que le dire, rien qu'après le réveil de Rick au beau milieu de cet hôpital qui encore aujourd'hui nous paraît iconique. Rien que déjà, Rick qui se rend compte qu'il n'y a personne autour de lui et qui nous fait dire que il s'est passé quelque chose dans cet hôpital au vu de l'ampleur des dégâts qui s'est fait, des traces de sang qui ont été laissées et des impacts de balles qu'il y a sur les murs, et rien que la porte nous fait dire que on est dans un monde qui n'est absolument pas normal. D'ailleurs, même quand Rick sort, il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose dans ce bas monde, rien qu'avec les nombres incalculables de cadavres qui s'y trouvent avec des mouches aux alentours, ça montre que ce qui s'est passé ici-bas est très récent. On voit même un hélicoptère, accosté juste ici, on ne sait pas trop pourquoi. Les hélicoptères, ça va être assez important dans la série, vous allez voir d'ailleurs. Et ce n'est que lorsqu'il se balade à vélo pour aller voir ce qui est advenu à sa famille, parce que ça reste important pour lui, on l'a vu en début de cet épisode, qui voit le tout premier zombie qu'il a vu dans le long de sa vie, à savoir un zombie à moitié décapité, enfin avec un moitié de corps quoi. Et lorsqu'il entre chez lui et qu'il découvre qu'il n'y a absolument personne chez lui, et rien que la scène où il essaie de se réveiller de son cauchemar, on se dit putain, rien que l'acteur il est excellent. En plus de ça, Andrew Lincoln, j'ai à peine vu un extrait d'un de ses derniers rôles et c'est clairement pas l'acteur qui donnait envie quand on voit ce qu'est le personnage de Rick Grimes. Mais quand on voit cet acting là juste là,
et bah tu te rends compte de la puissance de l'interprétation. Rick voit quelqu'un au loin, sauf que un gosse décide de le frapper au cas où il découvrirait qu'il serait peut-être vivant. Sauf qu'il découvre qu'en fait ce n'est pas du tout un zombie cet enfant, et on se rend compte que c'est le fils d'un personnage ultra important de la série. Je vous présente Morgan, un gars qui va lui expliquer tout ce qui se passe autour de ce monde, et en gros le monde a été envahi par des zombies. Voilà, c'est pas si con que ça explique. Là, à ce stade de la série, on se rend compte que l'on est à un stade où ça fait depuis quelques jours, voire même quelques semaines, que c'est une apocalypse zombie qui s'est fait à travers le monde. Du coup, le but de Rick, de Morgan et de son fils, ça va être de survivre et d'essayer de s'en sortir au milieu de ce bas monde. Du coup, à la fin de leur rencontre, nos trois héros du coup vont devoir se séparer. Rick va laisser son fils avec son propre père, tandis que Rick a trouvé une piste pour pouvoir retrouver sa famille. Ils promettent ainsi de se contacter à l'avenir et de pouvoir se retrouver un jour après avoir retrouvé ce qu'ils recherchent chacun de leur côté. Et je vais m'attarder sur cette scène. Là, on se rend compte de la puissance interprétative de The Walking Dead et on sait que The Walking Dead, c'est pas une série comme les autres, loin de là. D'ailleurs, rien que la scène avec sa femme transformée en zombie, elle vaut presque tout l'or du monde. Regardez-moi cette scène, comment est-ce que... elle est belle déjà. Morgan qui essaie d'assassiner sa propre femme, c'est une plutôt belle scène. Parce que oui, c'est ça que nous raconte aussi The Walking Dead. C'est aussi une histoire de tragédie, mais ça on va développer plus en détail. Plus que des zombies, à cette époque-là, c'était des humains. Et rien qu'à voir le visage de Morgan, on sait que ce dernier entretient encore une attache envers sa propre femme. Ce dernier se demande même si c'est encore possible de devoir la tuer. Et ça, on nous laisse en suspens pour savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Et ce qui fait que du coup, on a un attachement émotionnel envers cette série. Parce que, on n'a jamais traité le zombie de cette manière déjà. Et surtout, c'est triste. Triste de se dire que ce gars, elle a perdu sa femme à cause d'une morsure de zombie. Et que maintenant, ce zombie n'est plus qu'un simple cadavre ambulant qui garde à peine des souvenirs du lieu dans lequel elle habitait. Ce qui fait que du coup, l'avoir essayé d'utiliser une poignée de porte au milieu des zombies nous fait dire que elle est morte, mais pas trop non plus. Il y a une poésie qui se fait autour de cette scène, c'est brillant. Et tandis que Morgan est en train de galérer à tuer sa femme pour y arriver un jour, Rick de son côté, lui, vagabonde sur la route à la recherche de sa propre famille. Donc du coup, après la première scène de l'épisode, oui, parce que là du coup maintenant tout est lié, on sait exactement comment est-ce qu'a commencé l'épisode grâce à ce début de scène. Et c'est d'ailleurs une très bonne idée d'avoir mis cette scène en début d'épisode pour bien nous faire commencer dans les chapeaux de roue. Ça aurait été un petit peu kitsch et banal de faire commencer la série juste avec la scène de crime qui a eu lieu au début de la série. Et Rick va devoir maintenant se mettre à la recherche d'un cheval parce que il n'a plus de voiture, parce qu'il n'a plus d'essence en fait tout simplement. Et du coup on a affaire à ce plan qui restera iconique pour le reste de l'histoire de la télévision à jamais. Qui d'ailleurs au passage sera l'affiche principale de la série pour vous dire à quel point cette série est iconique. Déjà, Rick est sur une route qui n'a aucun véhicule, alors que là déjà, on a affaire à plein d'autres véhicules sur la rue opposée. Ce qui nous montre que rien que la ville d'Atlanta, elle représente un danger tellement grand sans qu'elle puisse nous montrer le moindre zombie. On a juste affaire à Rick, à cheval, qui se dirige droit dans la gueule du loup, ou plutôt du zombie, mais vous m'avez compris à ce stade. Ça nous fait dire que, en fait, cette affiche, juste ce plan, il raconte tellement de choses et est tellement iconique à lui tout seul, rien qu'avec si peu de détails, si peu de choses, que ça nous fait dire que cette série, elle est iconique rien qu'avec ce simple plan en fait. Du coup, comme prévu, Rick entre dans la ville et il a affaire à plusieurs zombies aux alentours, ce qui le fait courir. Sauf que là, d'un coup, il entre devant cette immense horde de zombies qui d'ailleurs court à lui, genre juste histoire de le bouffer. Il s'en prenne à son cheval, ce qui fait que du coup Rick n'a plus qu'à se réfugier jusqu'à l'intérieur du char, mais les zombies décident de le suivre immédiatement derrière pour ensuite aller l'attaquer. Et pensant que Rick ne va plus s'en sortir, il trouve une entrée à l'intérieur du char pour s'y enfoncer immédiatement à l'intérieur et s'y réfugier, se sentant piégé. Mais pensant qu'il est seul et qu'il ne s'en sortira pas, il y a un mec qui va l'appeler de l'extérieur du char en lui envoyant un signal radio lui faisant dire qu'il n'est pas seul. De là, une musique se lance et cette musique lui fait dire, grâce à ce plan drone qui fait un travelling arrière, bienvenue dans ce monde. Générique de fin. Rien que ce premier épisode nous a tellement mis dans l'ambiance que je pense que de toutes les séries que j'ai vues dans le long de ma vie, c'est peut-être
le meilleur épisode, toute série confondue, de très très loin. La mise en scène de Franck Darabont est tellement efficace qu'on n'a même pas affaire à des zombies kitsch sortis d'une série B ou quoi que ce soit. On a vraiment affaire à une sorte d'être humain mais presque sans âme, et ça rend le zombie ultra fascinant. Et en plus si tu termines avec cette musique qui te dit bienvenue dans ce monde, comme si cette musique voulait nous faire dire qu'on était dans un monde impitoyable où seuls les morts régnaient et voulaient toutes et tous nous bouffer. Le seul bémol que j'aurais par rapport à cet épisode, c'est le moment où Rick finit par se sortir à l'intérieur du char. Il y a un moment où il se dit allez, j'en peux plus, je vais devoir me suicider, je pourrai jamais m'en sortir. Et là, d'un coup, comme ça, pif, hop, il voit le sommet du plafond. En plus de ça, sans le voir, il jette un coup d'œil et il se dit allez, vas-y, je vais en haut. Bon, c'est un bémol d'acteur qui promet de s'améliorer par la suite, c'est sûr, mais déjà, rien qu'à voir cette scène, déjà, ça me fait un petit peu sortir de la série, il me fait dire que c'est absolument pas crédible et c'est dommage. Mais si on n'est pas très chipoteur, oui, rien que cet épisode, c'est même pas un épisode de série à ce stade en fait, c'est limite un film d'apocalypse zombie qui nous met tellement dans l'ambiance qu'on se demande pourquoi ce Franck Darabont, même encore aujourd'hui, ne fait pas littéralement un film sur l'apocalypse zombie. Moi je rêverais de ça, hein. Moi je lui demande ça en fait, hein. Après la série Stranger Things, promis le fera. Franchement, en termes de prologue, c'est tellement efficace, tellement accompli et surtout, en fait tellement complet. Il y a tellement tout qui fait de cet épisode un épisode mythique de la télévision que franchement ça m'étonne pas que autant de téléspectateurs aient été réunis dans un seul et même endroit. Et encore une fois sans le streaming et juste avec une heure précise, hein, je précise. Et après ça, je sais ce que certains et certaines vont venir me dire avec tout ça. Ouais, bon, enfin après c'est que le premier épisode, hein. Ça se trouve les autres épisodes ils sont un peu pourris à côté, donc franchement il n'y a pas non plus de quoi se vanter autant que ça. Hein. Et ben vous voulez que je vous dise, même si les épisodes suivants sont pas à la hauteur du premier, et ben ça les empêche pas pour la plupart d'être excellents. Rien que l'épisode de la rencontre avec Glenn, bon, il est inférieur au premier, ça c'est vrai. Mais déjà qu'on a été mis dans l'ambiance avec le premier, on va pas demander à tous les épisodes d'une même saison d'être supérieur à son prédécesseur. On a au moins besoin d'avoir de bons épisodes plutôt que d'avoir des mauvais épisodes. Et cet épisode 2 est franchement pas mal. On nous introduit les personnages les uns après les autres. On voit d'ailleurs ce qui est devenu de Laurie et de Carl depuis le début. Et même de Shane, on voit d'ailleurs qu'il trempe un petit peu sa sauce dans... Vous voyez ce que je veux dire quoi, hein. Et surtout on fait la connaissance de Andrea, qui est une personnage, bon ma foi, plutôt attachante dès le début, hein. Et on a aussi les autres personnages alentours tels que Merle, qui met en avant un petit peu trop bien son caractère de personnage. Mais ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que l'on a affaire au bon cœur de Rick. Avant de entièrement défaire le cadavre de quelqu'un, et ben il essaie de savoir exactement qui il était, histoire de lui rendre un dernier petit hommage, avant qu'il puisse se servir de son corps aux côtés de Glenn, pour pouvoir s'enfuir au milieu de la horde zombie grâce au trip. Dit comme ça, cette scène a l'air très insignifiante, mais très franchement, ça permet de mettre en avant nos personnages principaux. Idem d'ailleurs pour Merle, qu'on voit se mettre à sa place de la part de Rick, qui, on voit d'ailleurs à son métier de policier, fait excellemment bien son boulot, ce qui rend son rôle ultra crédible, hein, et ça va être très important la crédibilité, surtout au vu de la suite qui va arriver. Et c'est quand les retrouvailles vont enfin se faire que l'on va faire au moment le plus intéressant de la série. On va avoir affaire à des personnages qui sont non seulement haut en couleur pour la plupart, mais qui de plus en plus en montrant leur personnalité nous fait dire que les zombies à côté n'ont rien changé à leur société. Peu importe ce qu'aura fait l'apocalypse à ces êtres humains, l'un d'entre eux ne les empêchera pas d'être macho envers sa propre femme, en plus devant des témoins, histoire de montrer à quel point la loi et la société a été détruite, ce qui a permis à ces hommes-là de un peu plus se défouler aux yeux des autres. Mais bon, cela n'empêchera pas Shane de quand même être là en guise de policier pour pouvoir le remettre à sa place. Et cela n'empêchera pas d'autres d'intervenir pour pouvoir montrer exactement leur avant de la personnalité, malgré le fait que les gars soient au beau milieu d'une apocalypse. Exemple d'Harry qui nous fait une arrivée ultra fracassante. Alors certes en VO c'est plutôt pas mal, mais la VF de Daryl Dixon est quand même spectaculaire. Écoutez-moi cette merveille dans les oreilles. Oh putain le salopard, il était pour moi. Ah super, il a commencé à le ronger. Foiré dégueulasse, rempli de saloperies, de terreur de la nature, sale bâtard. Allez, calme-toi, ça sert à rien, mon petit gars. Qu'est-ce que t'en sais, le Lioc? Retourne jouer dans la maison du lac avec ton chiotte, il est dur à cuire comme mon frangin, il y en a pas des masses. Oh, la voix des Fais un marteau et il va vous chier des coups. Mais justement, tout ceci en réalité, c'était à l'heure. Une fois que nos héros reviennent de mission, une mission, d'ailleurs au passage, pas très intéressante, je vais pas m'attarder là-dessus, mais disons pour faire simple, bon, il y a, semblerait-il, un hôpital au beau milieu de cet apocalypse. Je ne comprends pas, je sais pas, mais bref. Mais rien qu'à voir tous ces cadavres déambuler sur nos héros, on se rend compte très vite de la réalité des choses. C'est pas parce qu'on vit encore dans une société qui semble plus ou moins normale que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des zombies qui peuvent traîner à côté, à droite, à gauche.
Au contraire, certains zombies sont encore là et ont encore envie de se faire de la chair humaine, ce qui fait que certains de nos héros vont devoir y passer. D'autres personnages auxquels on s'y était pas mal attaché au début vont finir par partir les uns après les autres. Bref, cet épisode nous met directement dans l'ambiance, ou plutôt nous remet dans l'ambiance de ce qu'est réellement ce monde. Faut pas oublier dans quel monde est-ce qu'on vit, les gars. Et cette triste réalité, on va tellement nous le rappeler que lorsque l'on verra ce dernier devoir enterrer les autres après avoir ouvert leur tombe bien avant que cela n'arrive, et on verra qu'il s'est fait mordre. Et encore une fois, on nous met une petite claque dans la gueule pour nous faire comprendre que la société dans laquelle on est morte. Mais à ce moment-là, on se dit quand même une chose, il y a un remède à tout ça. Les gens qui sont en train de traîner comme ça vont guérir, il y aura peut-être un moyen de soigner, etc. etc. Comment dire? Bon, déjà, on voit la famille de Morales partir. Qui est ce Morales, on sait pas, mais bon, il sera sûrement important pour la suite, hein. On va le mettre de côté, hein. On y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais tout ça conduit nos héros à se diriger vers un endroit précis qui, d'après certaines rumeurs éparpillées à droite à gauche, était à la recherche d'un remède. Et c'est justement à cet endroit que nos héros seront courus, au CDC. Ils arrivent dans ce centre spécialisé à la recherche du vaccin, justement, contre cette épidémie de zombies. Et une fois que nos héros y arrivent, on se dit « Ah, ça y est, c'est la fin de cette série qui était déjà exceptionnelle pour ce qu'elle propose, etc., etc. » Et on se dit « Allez, ça y est, c'est bon, mettez-nous la fin de la série, il y a le remède, ça y est, c'est terminé. » Ah les gars, vous avez rien retenu en fait de tout le long de la saison? Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'humanité. La société est morte. Et oui, c'est ça que sert le dernier épisode de cette saison. Il n'y a pas de remède, pas d'espoir, tout simplement parce que les zombies, lorsqu'ils sont affectés, ils sont morts. C'est juste une simple conscience qui s'éveille dans l'hôte pour ensuite prendre possession du corps du cadavre. Pour ainsi s'en prendre à n'importe qui autour de lui pour pouvoir le bouffer. Voilà exactement ce qu'est un zombie. En gros, ce sont des cadavres ambulants. Et ces cadavres ambulants n'ont qu'une seule volonté, bouffer ce qui se trouve à leurs alentours. Voilà exactement ce que nous enseigne la première saison de The Walking Dead. Et il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de volonté de revenir en arrière, il n'y a même plus de société. En d'autres termes, le monde tel qu'on l'a connu s'est effondré depuis bien longtemps. Et ça, à la fin de cet épisode, nos héros vont s'en rendre compte très durement. Et ça va être assez dur pour eux de tourner la page. Surtout pour Andrea qui à la base voulait se suicider. Mais grâce à Dale, elle va passer l'arme à gauche. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que cette série, juste cette première saison, ne fait pour l'instant que 6 épisodes. Et 6 épisodes, en vrai, c'est pas grand chose. Et pourtant, c'est tellement pris plein la gueule, on a tellement été choqués, on a tellement vécu des rebondissements avec ces personnages que, franchement, tu vois ça, t'as envie d'en voir plus, quoi. Tu veux savoir exactement ce qui arrive à nos héros par la suite de cette histoire. Vous allez voir que, d'un côté, on aurait pu s'en passer, c'est vrai, comme on le verra par la suite, mais de l'autre, on se rendra compte à quel point c'était bénéfique et à quel point cette série nous a offert des moments légendaires dans l'histoire de la télévision, vous vous en rendez même pas compte. Bon voilà du coup, c'est bon. Rien qu'avec cette première saison, on a démontré à tout le monde en quoi The Walking Dead n'est pas la pire série de zombies qui n'ait jamais existé. C'est bien. Mais maintenant du coup, il serait temps de un petit peu montrer en quoi est-ce que cette série est incroyable aussi, hein, on va voir. J'ai pitié, Seigneur. Maintenant, tu peux pas te battre pour ta famille. T'aurais jamais dû revenir. T'as tout foutu en l'air. La saison 2 de The Walking Dead est la meilleure saison de toute la série, spin-off compris, mais bien plus que ça encore, c'est l'une des meilleures saisons de toute l'histoire de la télévision. Mais de très très loin, vous imaginez même pas. Si à côté la saison 1 était un avant-goût, la saison 2, elle, c'est simple, c'est celle qui va représenter la base de ce qui va faire toute la série The Walking Dead et qui va forger sa légende. C'est pour ça que là, on est encore dans la période de l'âge d'or de la série pour l'instant. Et croyez-moi que lorsqu'on va quitter cet âge d'or, vous allez pas du tout vous rendre compte de la chance que l'on avait d'avoir déjà rien que cette saison. Parce que c'est cette saison qui va forger nos personnages pour toujours
et à jamais. Si la saison 1 nous a parlé de cette civilisation qui vont devoir apprendre à vivre dans une société en ruine à cause de ces créatures que l'on appelle zombies, même s'ils appellent des rôdeurs, mais ça c'est un autre détail, et bah la saison 2 va les faire évoluer et les faire changer à vie. Déjà, le premier épisode nous met directement dans l'ambiance. Nos héros ils sont au beau milieu d'une autoroute et ils sont à moitié en panne, du coup ils vont devoir être obligés de se ravitailler, et du coup c'est bien, ils commencent à retrouver des provisions à droite à gauche, mais une horde de zombies passe et Sophia se perd dans cette embuscade. Résultat des courses, nos héros n'ont plus d'autre choix que de devoir aller la chercher, et c'est là que vient une qualité qu'a cette série et qu'elle aurait dû garder depuis bien longtemps et qui pour moi fait de cette série le point fort de cette histoire. La religion. La religion, elle tient une place importante dans cette série. Et la place qu'elle aura au milieu de tout ça, ça va être l'espoir. Lorsque Carole apprend qu'elle a perdu sa fille, juste perdue pour l'instant, et elle s'en remet directement à Dieu. Elle prie pour qu'il ne lui arrive absolument rien, même si pour l'instant c'est pas très voué à la victoire, hein, parce que bon, déjà une fille qui se perd au beau milieu de la nature, bon déjà c'est risqué, mais si t'es dans une apocalypse zombie, alors là je donne même pas cher de sa peau. Et avoir cette foi, ça nous fait dire que cette série a encore de l'espoir d'un monde meilleur et de vivre dans un monde un peu plus en harmonie malgré les zombies. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous fait comprendre à la fin de l'épisode. Lorsque Carl voit un cerf au beau milieu d'un champ de fleurs ensoleillé, etc., et déjà t'as Carl qui est littéralement comme un enfant. Bon, vous allez me dire, c'est normal pour un enfant, hein, c'est tout à fait normal. Mais cette balle de fusil en plein dans le corps, en plus en tuant le cerf, nous fait bien comprendre encore une fois que on n'est pas dans un monde où il va y avoir des fleurs, des champs, etc., etc. Non, non, c'est un monde dur et impitoyable. Du coup, on nous le fait comprendre encore une fois. On nous confronte à notre propre réalité des choses et à la propre réalité de cette série. C'est tellement facile et tellement évident à la fois de nous faire comprendre ça que, franchement, dès qu'on est bercé de cette illusion et qu'on nous ramène immédiatement les pieds sur terre, c'est fou. Et ça, malheureusement, Rick ne le sait pas encore. Surtout lorsqu'il est prêt à donner tout son sang juste pour sauver son fils. Parce que c'est bien connu, lorsqu'un père est tellement aimant envers son enfant qu'il voit il est arrivé quelque chose, et il est prêt à tout pour pouvoir lui sauver la vie. Parce que bon, c'est quand même important les enfants, on est d'accord. Mais lorsque Shane se rend compte de ce genre de choses, il va littéralement avec Otis, le gars qui a tiré sur Carl, par accident, juste pour chasser en fait, tout simplement, va devoir se rendre dans une école pour pouvoir aller chercher les kits de soins médicaux idéaux pour pouvoir soigner le fils de Rick. Et c'est en tuant Otis justement que Shane nous fera comprendre cette dure réalité des choses. Pour pouvoir sauver les gens qu'on aime, on va devoir être obligé d'en sacrifier d'autres pour faire comprendre à quel point ce monde est impitoyable. Parce que c'est en étant cruel que Carl a été sauvé. Parce que vous connaissez bien le dicton, trop bon, trop con, et pourtant trop intelligent, trop méchant. Ouais, c'est un petit peu le dicton du jour, mais vous avez compris. Et donc du coup, nos héros ont un nouvel habitat. Ça y est, c'est bon. Ils habitent à la ferme, mais pas éternellement malheureusement. Et ils essaient encore de retrouver Sophia qui s'est justement perdue dans les parages et promettent justement de partir si jamais ils finissent de la retrouver. Bon, cette promesse bien sûr, vous le savez, ne sera pas vraiment respectée, mais ça nous permet déjà de faire la connaissance de nouveaux personnages. On a Maggie, une personnage assez rebelle, hein, on a envie de dire, et assez réservée d'ailleurs, hein, et sûrement l'une des meilleures personnages de toute la série, sachez-le. On a aussi Bess qui est une personnage suicidaire. Alors, si vous avez des besoins suicidaires dans votre vie, je vous conseille amplement d'aller appeler ce numéro. Voilà. Et c'est pas bien aussi de se suicider, les gens. C'est. Voilà, hein, imaginez déjà ce que la vie peut vous réserver. C'est. Ouais, je sais, c'est un peu dur à comprendre, mais j'essaie un petit peu de vous faire relativiser la chose et de vous abonner à ma chaîne déjà, hein, parce que si ça se trouve, vous trouverez le bonheur chez moi. Et enfin, pour finir, on a Herschel, l'un des personnages les plus importants de cette série, qui sera la future boussole morale après celle de Dale dont on parlera plus tard. Mais il faut aussi qu'on parle de la bande sonore. La bande sonore de cette saison 2 est ce qui va marquer à jamais le style de la série The Walking Dead en fait. Là où les premières sonorités musicales de la saison 1 étaient sur des trucs un peu plus, pas banal, un peu classique pour des séries de ce genre, et là la saison 2 on est sur quelque chose de beaucoup plus country, de plus américain si je puis dire, surtout avec des chanteurs qui mettent leur propre patte artistique là-dedans, et ça fait que la saison 2 de The Walking Dead et même la série The Walking Dead dans sa généralité n'en est que plus, comment dire ça simplement, j'ai envie de dire, à son propre style en fait. Mais ce qui est aussi génial avec cette saison 2, c'est que plutôt que d'avoir les 6 épisodes habituels de la saison précédente, on en a 13, et 13 épisodes, c'est parfait pour suffisamment développer nos personnages et leur faire avoir des relations les uns avec les autres. Et c'est ça d'ailleurs qui sera plus critiqué envers la saison 2. Qu'il y a trop de personnages qui discutent, trop de personnages qui parlent à droite à gauche. Du coup c'est chiant.
j'ai hâte que l'on en vienne vers la saison 7, 8, 9 et compagnie. Comme ça, au moins, on va vous faire comprendre exactement ce que c'est qu'une série chiante. Les gars, dites-vous un truc, si on n'aurait pas eu des heures de discussion entre personnages par-ci par-là, et bah la série n'aurait pas du tout été la même. Les personnages que l'on aurait suivis n'auraient pas subi le même drame et on n'aurait jamais eu une aussi grande attache émotionnelle envers chacun. Et peut-être que Daryl n'aura pas été le personnage préféré de beaucoup d'entre vous. On n'aurait jamais eu une aussi grande attache émotionnelle envers Glenn, surtout lorsqu'il se met directement en couple avec Maggie. Bon, en secret au début, mais petit à petit, ça finit par se dévoiler petit à petit. Et c'est surtout ça qui fait de cette saison 2 une série ultra qualitative. Ça en fait que on a affaire à des personnages attachants qui sont développés au fil du temps et au fil du long de la série. Il manque juste un truc pour que ce soit une saison excellente. Il y a plein de rôdeurs dans la grange. Bah franchement, que demander de mieux? Merci Glenn, heureusement que t'es là. Et oui, c'est cet événement qui va vraiment mettre le feu aux poudres et qui va rendre cette saison attrayante. Le fait qu'il y ait des rôdeurs dans une grange. Et ça remet nos personnages énormément en question, surtout envers les propriétaires de la ferme. Et on en revient justement à Herschel qui, au passage, est chrétien et ça se voit. Et Herschel, lui, aussi a cette foi que l'humanité trouvera un jour un remède pour pouvoir se défaire de cet apocalypse où de nombreux zombies se mettent à se balader de partout, à gambader de partout pour pouvoir attraper n'importe quelle chair fraîche pour ensuite la bouffer bien comme il faut. Il les considère donc comme malades et pense qu'il y aura un remède pour pouvoir ainsi les soigner. Sauf que, la réalité va très vite commencer à la rattraper précisément dans l'épisode 5 de cette série. Et lorsque Shane va se défouler sur les zombies qui se cachent dans la grange après avoir bien fait comprendre à Herschel que ce ne sont plus des êtres humains mais des morts, là ça va être un carnage absolu et chaque plan de cette scène est mythique. Je pourrais la regarder des centaines de fois tellement tout est incroyable dans cette scène. Mais lorsque vient le moment où Sophia se dévoile en plus en tant que zombie, c'est tellement une déchirure, surtout pour toutes et tous, que ça rend cette scène triste et mélancolique à la fois. On a Carol qui court voir sa fille, mais Daryl la retient parce que, pour éviter qu'elle se fasse bouffer, quoi. Mais Rick, le principal responsable de la perte de Sophia, se dirige vers elle, tandis que elle se rapproche des autres au milieu de ces cadavres, éparpillés autour du sol, tout ça pour aller les dévorer. Mais Rick se rapproche d'elle, l'arme à la main, prêt à dégainer face à Sophia et lui mettre ce coup de balle final dans la tête, histoire d'en finir avec cette histoire de grange. On se rend compte alors que toute cette recherche et toute cette cohabitation, tout ça pour au final se rendre compte que on vit dans un monde tellement impitoyable que même nos propres enfants n'ont pas le droit d'y vivre. On sentait que Herschel gardait cette foi de pouvoir sauver l'humanité, mais s'est rendu compte de cette immense naïveté au point qu'il est allé dans un bar assez loin pour pouvoir un petit peu s'alcooliser tout simplement, parce que je rappelle que ce gars-là est censé être un alcoolique à une époque, mais bon, comme l'a voulu les circonstances, il avait décidé d'arrêter tout ça pour au final reprendre juste après, sans que ses filles ne puissent le voir derrière. Et là on en est à un stade de la série où on peut se dire que là il n'y a plus grand chose qui puisse arriver, là c'est bon, la saison elle va suivre comme il faut, on va un petit peu s'ennuyer et se faire chier, sauf que la série, elle vient contredire nos propres attentes. Les gars, ils étaient pas seuls, hein. Il y a aussi d'autres groupes plus impitoyaux que celui de Rick qui ont décidé de vagabonder sur les rues eux aussi. Du coup, c'est là où ça va être un peu plus castagnant pour tout le monde. Et ça aussi, c'est une grande qualité de cette saison 2. À chaque fois qu'on pense que cette saison va être ennuyeuse, il y a toujours un petit rebondissement qui vient derrière pour nous faire dire que cette série, elle a encore plein d'autres trucs à raconter. Ça rend cette série tellement addictive et qui donne tellement envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est incroyable. Donc là, encore une fois, ils vont devoir être confrontés à un débat moral autour d'un garçon qu'ils ont kidnappé d'un groupe qui le croit mort. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils le relâchent? Est-ce qu'ils le laissent dans la nature? Ou est-ce qu'ils le font intégrer, sachant que, le groupe dans lequel ils sont... Vas-y, Daryl, explique-leur. C'est pas des rigolos. 30 hommes. Armés jusqu'aux dents, et ils sont pas là pour se faire des amis. Si jamais ils se pointent ici... on est tous morts, les mecs. Et vous, les filles, vous allez passer un sale quart d'heure. Bon, finalement, malgré le fait que l'option, finale, soit le fait de le relâcher dans la nature, moi, il y aura juste une petite incohérence qui viendra derrière. À savoir le fait que, le mec dise qu'il connaisse Maggie, et ça, ça fait dire à nos héros qu'ils devraient peut-être le prendre encore un petit peu sous leur aile avant qu'il puisse faire une connerie.
Ça suffit aussi à leur faire dire qu'ils devraient peut-être se disputer pour voir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire de ce gamin. En plus de ça, bon bah, sous la pluie de zombies qui traînent un petit peu à droite à gauche. Et après ça, ils sauvent le gamin et ils s'envoient en courant bah, à la ferme. Tandis que... Walking Dead, la vie c'est marche ou crève. Oh, mais c'est la carrière de Rof qui est en train de déambuler comme ça, comme une grosse merde. Comment est-ce que ça va depuis le temps? J'ai traversé le désert en nageant le crawl. Que des vérités de baiser avec l'extrême droite qui me trône. Alors, déjà j'ai un problème. J'ai un problème avec le simple fait qu'il traverse le désert à la nage. Donc là, un mec qui nage dans le sable, tu vois, c'est sombre. Oh néné! Et lorsque nos héros rentrent enfin chez eux, et ben, ils décident de vouloir le tuer. Bon, bien sûr, Dale est contre ça. Et les gars, on va parler franchement. Est-ce que vous trouvez pas cette scène un peu étrange? Je veux dire, au début, les gars, ils étaient d'accord pour le relâcher dans la nature. Et lorsque le gars a dit qu'il connaissait Maggie, les gars, ils se sont dit que ce serait une bonne idée de le ramener pour ensuite débattre sur le simple fait qu'on doit l'exécuter. C'est... Je comprends pas. Eh bien, voici quelle a été l'explication. Vous savez que Frank Darabont est responsable de la création de cette série. Eh ben, c'est forcément lui qui supervise les scénarios, etc., etc. Bref, c'est le showrunner même de cette série. Eh ben, sachez que, aux dernières nouvelles, c'est après cette saison 2 qu'il a décidé de la quitter sous peine de divergence artistique et de divergence même scénaristique, etc., etc. It's not so much that I dropped out as I was shot in the back of the head and pushed off the train, like in an Alfred Hitchcock movie. There was a political circumstance involving a network that wanted to save money at all costs. And it was a great disappointment to me to be asked to leave the show that I had created for them that was so successful. But, you know, these things do happen. And one must be zen and move on and hope to work with better people the next time. Quand je vois une scène comme celle-ci, eh ben je me fais poser la question de savoir est-ce que ce serait pas un petit peu à cause de lui, ou plutôt grâce à lui, si cette incohérence scénaristique est là. D'ailleurs, le personnage de Dale est interprété par un vieil ami de Frank Darabont justement. Et lorsqu'il a appris le départ de ce dernier, eh ben ce dernier n'a absolument pas accepté ça. Du coup, il a choisi de lui-même de quitter la série et a même demandé à ce que son personnage soit tué dans l'eau. Et je rappelle que Dale dans l'histoire, c'est un petit peu la boussole morale du groupe. Donc se dire que ce dernier va être obligé d'être tué, comme ça, là d'un coup, et c'est... Et justement, quand je vois Dale, un petit peu, parler aux yeux des autres, vraiment en gueulant, juste histoire de montrer à quel point la mort c'est pas bien, et j'ai l'impression d'avoir affaire à l'acteur lui-même qui fait dire que si Frank Darabont quitte la série, non seulement elle sera plus comme avant, c'est clair, mais elle ne sera presque plus jamais qualitative. Déjà que la saison 2 est assez qualitative comme ça, on va pas se permettre à ce que les prochaines saisons soient moins bien que cette saison. Tout va finir par s'effondrer en fait si ça continue comme ça. Et la mort de Dale, elle intervient presque comme ça. Juste histoire de guise de conclusion, juste pour faire dire que tant pis les gars, on n'a plus le choix. Faut se débarrasser de Frank Darabont. Même si la série sera moins qualitative qu'avant, c'est pas grave, on fera au mieux sans lui, malgré le fait qu'il y ait des divergences scénaristiques derrière. Parce que ouais les gars, si Frank Darabont a choisi de quitter la série à un moment ou à un autre, c'est pas pour rien. Il savait que le mec allait avoir une série qui part en couille petit à petit, et il savait qu'il ne voulait absolument pas en faire partie. Du coup, il a choisi de baisser les armes et d'abandonner les lieux, parce que il avait pas envie d'être associé à ce genre de merde. Encore une fois, on voit que Frank Darabont est un génie du cinéma, et c'est encore un réalisateur très sous-coté que je vous invite à voir. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'au moins ça permet aussi de remettre Carl en question. Et oui, c'est Carl qui a précipité ce zombie sur Dale pour qu'il puisse ensuite le bouffer derrière. Donc c'est un petit peu à cause de Carl que Dale a été tué. Et quelque part, ça rajoute de l'évolution pour le personnage, c'est bien. Ça permet aussi de le faire constater dans quel monde est-ce qu'il vit, c'est bien. Mais j'ai comme l'impression aussi que cet événement n'a un petit peu servi à rien dans l'histoire. Dommage. Et ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Laurie est tombée enceinte. Sachant que Laurie a eu des rapports avec Shane et en plus avec Rick qui plus est, du coup on se pose la question de savoir qui est le père. Et encore une fois, ça crée encore plus de conflits.
Oui les gars, j'adore le conflit, j'adore ça, je veux tous les jours des conflits dans toutes les séries que je regarde, j'aime bien. Alors bien sûr, Laurie veut s'en débarrasser parce qu'elle a pas, mais alors vraiment pas du tout envie de voir son enfant grandir dans un monde entièrement rempli de zombies, hein, et ce qui est tout à fait normal. Du coup elle décide de s'en débarrasser au début, mais forcément elle est tellement attachée à la vie par derrière qu'elle ne veut vraiment pas s'en débarrasser. Et quand Rick l'apprend, bon bien sûr ils finissent par s'engueuler entre eux, mais ils savent que au bout d'un moment, ils vont devoir vivre avec. Et ça ne fait que encore plus diviser les deux anciens frères, Rick et Shane, qui, je rappelle qu'au début, étaient les meilleurs amis du monde. Mais là, leur amitié s'est tellement aggravée en aussi peu de temps que ça rend leur amitié que de plus en plus tragique. Et ça va tellement faire péter les plombs à Shane que le mec va aller jusqu'à tuer leur otage de son plein gré et va aller jusqu'à simuler une tentative de rébellion. Et tout ça pour qu'au final, nos deux héros finissent par se réunir au beau milieu de cette clairière pour en finir avec leur compte une bonne fois pour toutes. Rick sait comment est-ce que ça va finir. Il sait que il va devoir se débarrasser de Shane. Et Shane sait que depuis le début, il faut se débarrasser de Rick pour lui faire comprendre à tout le reste du groupe que l'on vit dans un monde impitoyable et que il faut à tout prix s'en faire. Parce que sinon, personne n'avancera. Shane considère Rick comme la menace du groupe et inversement. Au final, c'est Rick qui l'emporte sur Shane et c'est tragique, tout simplement. Cette scène est tragique et belle à la fois. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus en fait, c'est incroyable. Et si en plus de ça tu rajoutes une attaque de zombies comme ça qui intervient la nuit, tout ça pour qu'après nos héros puissent fuir, ouais franchement ça laisse la ferme directement en catastrophe et nous fait dire qu'on a affaire à un vraiment bel épilogue. Et la série se conclura comme ceci, ou tout du moins la saison 2 se conclura comme ceci. Non seulement nos héros apprennent que tout le monde est infecté par le virus, c'est le secret qui s'était dit au CDC depuis le début, mais qu'en plus, la démocratie est morte. En plus que Rick apprenne aux autres que c'est lui qui a tué Shane, sachant que la famille Green ont vu leurs membres de la famille restants se faire bouffer. Et je parle bien sûr des membres les plus inutiles de la famille, sachez-le. En d'autres termes, voilà en quoi est-ce que je considère cette saison 2 comme la meilleure de toute la série The Walking Dead, voire même ce qui s'est fait de mieux dans l'univers du zombie, juste en dessous de The Last of Us. Parce que croyez-moi les gars, The Last of Us, c'est ce qui s'est fait de mieux dans l'univers du zombie. Je ne veux rien entendre, jeux vidéo, cinéma, séries confondues. The Last of Us est au-dessus et sera jamais dépassé dans l'histoire du zombie. Jamais dans cette saison nos personnages n'auront été aussi bien développés, aussi bien écrits et auront eu des dialogues aussi crus et aussi intéressants et aussi importants, qui croient leur attachement envers eux et qui surtout les fait interagir entre eux pour nous faire comprendre à quel point le conflit c'est important scénaristiquement parlant. Vous allez voir que ça petit à petit ça va être important pour la suite de la série. Et plus le temps passe, plus on nous fait comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, on nous le fait réaliser via les personnages Green qui, eux, sont encore persuadés de vivre encore dans un monde rempli d'étoiles et de fleurs et faisant comprendre que peut-être que l'apocalypse n'est pas éternel et peut-être que les morts arrêteront de marcher et seront peut-être un jour guéris. Mais lorsque la réalité finit enfin par les rattraper, ils se rendent petit à petit compte de leur erreur. Se rendant compte que, au final, ils vivent dans un monde tellement impitoyable que le suicide peut souvent être considéré comme envisageable. Mais c'est en restant ensemble et en soudant petit à petit le groupe que nos héros finissent souvent par s'en sortir, malgré que le groupe connaît petit à petit des divergences entre eux, et ça ne fait que créer encore plus de morts autour d'eux, rendant ainsi leur situation de plus en plus tragique avec le temps. Et ajoute à ça un rythme tellement ininterrompu en fait, que t'as vraiment l'impression que en fait cette série elle est addictive en fait, c'est aussi simple que ça. Chaque épisode, il y a toujours un truc qui tient en haleine, que ce soit, la disparition de Sophia, Carl qui se prend une balle, ensuite Otis qui se fait bouffer à la fin, tout ça pour s'en sortir au final et que Carl guérisse, Glenn qui fait apprendre aux autres que la grange est en fait envahie de zombies, que Sophia se trouve à l'intérieur de la grange pour stopper immédiatement les recherches, laissant ainsi Herschel et compagnie entièrement en dépression, tout ça pour qu'il y ait un nouveau groupe de vivants qui décident de s'en prendre aux autres vivants par barbarie tout simplement. Et le tout c'est que ça se passe en 13 épisodes. Je vous rappelle, j'avais vu le nombre d'épisodes qu'il y avait pour cette saison 2, j'avais peur que ce soit trop long, j'avais peur qu'il se passe presque rien. Mais au final, le rythme est tellement bien soutenu et tellement ininterrompu que t'as jamais l'impression de t'ennuyer. C'est complet en fait. Et si tu rajoutes en plus de ça la religion qui forge de plus en plus les caractères de nos personnages, que ce soit celle de Carol, de Herschel et du reste de la famille Green, ça rend cette saison 2 exceptionnel, ce qui s'est fait de mieux dans l'univers du zombie. Je le dis et je le redis encore et encore, la saison 2 de The Walking Dead est la meilleure saison de toute l'intégralité de The Walking Dead, sans exception, et ça le restera pour toujours et à jamais, que vous le vouliez ou non. Bien sûr, on peut débattre sur ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, quelle est la meilleure saison, le meilleur épisode, etc., etc., mais qu'on le veuille ou non, cette saison 2 est une très grande réussite.
Surtout par rapport à la suite qui va arriver. Personne se lance, parfait. Mais que les choses soient claires. Si vous restez, sachez que la démocratie vient juste de mourir. Si la saison 2 était une saison extrêmement remarquable et a su faire déchaîner les foules, et bah la saison 3 de son côté, elle va prendre encore une fois un chemin radicalement différent. Là où la saison 2 a perpétué un grand changement autour de la série, la saison 3, elle va faire que suivre ce que la saison 2 avait prévu justement. Sachant que là, ils vont devoir faire 100 francs de darabon, donc je vous laisse un petit peu imaginer le défi que les scénaristes vont devoir relever pour nous offrir une saison grandiose. Et je réalise qu'en moins de 1 heure quand même, on a réussi à aborder que 2 saisons. Et il en reste 9. De 16 épisodes, sauf pour les dernières saisons qui respectivement sont à 22 et à 24 épisodes chacun. Donc ouais, la vidéo vient à peine de commencer les gars. En fait, je dirais que la saison 3, elle est un cran en dessous de la saison 2 pour une simple et bonne raison. La saison 2 avait pour point fort d'avoir des personnages qui commençaient à développer de plus en plus leur personnalité, mais en même temps qu'ils se développaient, et bah ils prenaient énormément de place à côté des autres personnages. Du coup, ce qui fait que, et bah plus ces personnages-là prenaient de l'ampleur, plus ils prenaient des temps d'écran, plus ils en devenaient intéressants et volaient le show pour certains, au point que certains de leurs personnages ne s'en est révélé que mieux écrits par la suite. Le premier personnage auquel on pense avec tout ça, bien évidemment, c'est Shane. Shane qui représente lui seul toute la qualité même de cette saison 2. Sans Shane, la saison 2 ne serait pas du tout ce qu'elle est. Or, comme on a tué Shane dans la saison précédente, et bah... ouais, on va devoir être obligé de faire sans parce que bah voilà quoi. Malgré le fait que Shane c'était un personnage ultra charismatique et qui a fait énormément de bien à cette série, et bah on va devoir s'en passer. Et c'est ça le truc que j'ai un petit peu à reprocher pour cette nouvelle saison. Vu qu'il n'y a pas de personnage qui prend de l'ampleur au milieu du groupe et donc qui peut bah faire tout et n'importe quoi en son sein, et bah t'as pas vraiment de stress pour ce groupe. Tu sais qu'ils vont se sortir, tu sais qu'ils sont plus ou moins débrouillards au vu de la facilité qu'ils ont à prendre la prison. Bref, voilà quoi, t'es pas vraiment surpris voire même investi émotionnellement parlant, malgré le fait que t'aies vécu quand même 2 saisons avec la plupart de ces persos. Néanmoins, ça n'empêche pas le premier épisode de la saison 3 déjà de commencer bien comme il faut sur les chapeaux de roue. On nous embarque dans une maison abandonnée dans laquelle nos héros ont passé tout l'hiver et ont réussi à couvrir Laurie enceinte quand même et qui est à son 9e mois de grossesse. Parce que l'hiver ça dure 9 mois. Enfin, ouais, je sais pas. Puis ensuite, à la prise de la prison, nos héros qui sont enfin en train de se plaider ici et de se poser tranquille après, bon, 2 saisons très mouvementées, et ça fait vraiment plaisir de les voir enfin s'étendre et se dire qu'ils vont enfin construire un avenir ensemble. Et ce, malgré le fait que Herschel se soit un petit peu fait mordre la jambe, tout ça pour que Rick vienne un petit peu lui couper cette petite dernière. Ouais, c'est... voilà. Et vous auriez noté jusqu'à maintenant que je n'ai pas parlé de Andrea. Et bah pour une simple et bonne raison. En fait, Andrea elle était pas très intéressante dans la saison 2. Elle était dans la saison 1 et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de développer parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à résumer la saison 1, veuillez m'excuser. Mais elle s'est fait quasiment abandonner par son groupe et du coup elle s'est mise à rencontrer Michonne, une mystérieuse samouraï qui a la capacité de trancher des zombies grâce à sa lame de rasoir qui tient H24 sur son dos, dans lequel elle est extrêmement badass. Mais genre vraiment très badass, sérieusement. Et là on se dit, bon, le résumé de la saison 3 ça va être quoi? Ça va être Rick et compagnie, ils sont en prison, et nos héros, Andrea et Michonne, ils sont en train de se balader de... bon ils sont en train de vagabonder sur les rues. Sauf que, ça aurait très bien pu se simplifier comme ça. Mais non, Andrea et Michonne se retrouvent à Woodbury, une petite communauté qui a survécu à l'épidémie de zombies. Et dernier clou du spectacle, dans cette histoire, Merle qui était encore en vie, qui s'était enfui justement, et est encore en vie, et c'est là qu'il a réussi à se trouver un abri dans lequel il vit tranquille pépère sa vie aux côtés de celui que l'on appelle le gouverneur, à savoir Philippe. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Et là, sur ce coup, on se rend compte que la saison 3 n'est pas du tout construite de la même façon que la saison 2. On a même l'impression que les 3 premières saisons de The Walking Dead suivent à la règle et à la logique la fameuse règle des 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la règle des 3, eh bien c'est très simple. D'abord, pour la première, tu testes quelque chose. Tu essaies un truc, tu te lances, tranquille, tu te dis ok, la formule elle fonctionne, la formule elle marche, ok.
on va essayer d'approfondir un peu plus tard, mais posons un petit peu les bases. La seconde, on sait que la formule marche, on sait qu'elle fonctionne, du coup on va la pousser à son paroxysme et à son maximum. On va aller encore plus à fond dans la méthode qu'on a voulu tester et aller encore plus loin que le concept que l'on a lancé à la base. Et enfin la troisième, et bah après avoir poussé à son paroxysme, on prend le temps de se poser, on se calmise, on se met à bien, voilà, on prend le temps un petit peu de se poser après toute l'adrénaline que l'on s'est lancé les 2 précédentes fois. Et les 3 premières saisons de The Walking Dead ont parfaitement respecté ceci. La première saison, elle testait quelque chose, et c'est normal, elle faisait que 6 épisodes. La deuxième saison, on a étiré le concept et on a essayé de faire quelque chose de plus novateur et de plus de pousser le potentiel à son paroxysme, alors que la troisième saison, elle se pose, elle se met tranquille, elle propose un petit peu moins de zombies et un petit peu moins de chaos que ce qu'avait proposé la dernière saison. On nous présente juste un gouverneur, bon, qui est pas seulement gouverneur mais aussi dictateur, vu que ce dernier, dès qu'il voit une richesse ou quoi que ce soit, il se permet de se l'accaparer à lui tout seul, juste pour lui et sa communauté, tandis qu'il dit à sa communauté des bobards du style, bon alors, on a vu qu'il y avait un hélicoptère qui est passé, on a essayé de voir le corps militaire dans lequel il s'est rendu, et sauf que pas de bol, ça a été attaqué par des zombies. Ah ouais, c'est con ça, l'armée militaire était très limitée. Bizarre. Tandis que du côté de la prison, nos héros, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont dans le mal, mais ils s'en sortent plutôt bien. Sauf qu'ils ont rencontré des prisonniers dans l'eau. Et ces prisonniers, bon, ils sont cachés derrière un stock de nourriture, mais comme ils sont jamais sortis, ils ne connaissent absolument rien du monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, à savoir un monde rempli de zombies dans lequel c'est l'apocalypse. Bref, les gars, ils ont vécu vraiment cloisonnés avec un énorme stock de nourriture, me direz-vous. Et tu sens que ce gars-là, tu sens qu'il va causer énormément de temps à Rick et compagnie, et tu sens que ça va chier sa mère. Shit happens. Vous vous souvenez quand je vous disais que la saison 3 ça allait être le calme plat, etc. À moitié en fait. Vous allez voir pourquoi. Parce que oui, jusqu'à l'épisode 3, il va y avoir beaucoup de rebondissements, surtout du côté de la prison, tandis que Amy et Michonne, enfin Andrea et Michonne, excusez-moi, se baladent tranquilles, ils vivent leur vie. Merde se permet d'un petit peu insulter Andrea, tandis qu'Andrea lui répond derrière. Bref, c'est vraiment un kids friendly entre les deux, quoi. Ça va, ça marche bien. Mais Andrea voit la vie qui s'y passe à l'intérieur et se dit que ce serait peut-être une bonne idée de copiner un petit peu avec le gouverneur, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que derrière, t'as Michonne qui, bon, au vu de sa nature, ça m'étonne pas, mais ça inquiète un petit peu du lieu dans lequel elle vit. Elle se dit, non, c'est trop beau pour être vrai, et de se dire que on n'est plus dans un monde apocalyptique, là, c'est trop gros, là, il se passe un truc, il y a un bail qui cloche. Pour vous donner un ordre d'idée, du côté de la prison, bon, il y a certaines personnes qui vont aller chercher des médocs pour pouvoir soigner Archon, parce que Miskin, ils ont besoin de lui encore, Miskin, et de l'autre, t'auras aussi nos héros, Rick et compagnie, qui vont devoir accompagner les prisonniers jusqu'au stock de nourriture, sauf que bon, il y aura un petit peu des mécontentements, des chamailleries par-ci par-là, etc., etc. De l'autre, certains zombies vont refaire surface parce qu'il y a une faille dans la prison, tout ça pour que T-Dog, Miskin, il se fasse bouffer, mais bon... Est-ce que ce personnage-là aurait eu plus d'utilité que ça dans la suite de l'intrigue? Bah perso, moi j'y crois pas trop, hein. Je vois pas du tout ce qu'on aurait pu faire de plus. Hein. Tandis que du côté de Laurie, Ah, ça arrive que maintenant, Zama, vous allez me faire croire. Bon, Laurie a des difficultés d'accouchement, elle arrive clairement pas à accoucher son bébé, du coup, c'est une césarienne qui sera faite. Et malheureusement pour Laurie, elle décédera sur le coup, ce qui fait que du coup, Carl va devoir achever sa propre mère. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais beaucoup de personnes étaient très contentes de se dire que Laurie était enfin morte et que ça y est, la meuf qui sert plus à rien dans l'histoire va enfin s'en aller. Et dire ce genre de conneries, c'est vraiment, mais vraiment... Parce que oui, de tous les personnages de The Walking Dead, Laurie fait sûrement partie des plus détestés de toute la série. Oui, aussi détesté qu'un gars qui a servi absolument tous les peuples autour de lui, aussi détestable que ce mec qui... comme on va le voir dans cette saison, est extrêmement chelou au point de stocker des têtes et sa propre petite fille zombifiée, et qui s'en prend à n'importe quel groupe absolument inoffensif juste pour pouvoir s'accaparer plus de pouvoir et manipuler toute sa civilisation dans l'ombre. Aussi détesté que cette meuf qui maltraite carrément son groupe tout entier pour qu'elle puisse les asservir et ainsi conquérir le monde à l'aide de ses zombies camouflés en ces derniers. Et aussi détesté que Grégory. Ça va pas là, il y a un problème. On peut ne pas aimer le personnage juste bon pour ses choix hasardeux et ses histoires avec Rick et Shane, etc. etc. D'accord, mais de là à en faire le personnage le plus détesté de toute la série, je trouve ça
extrêmement pourri gâté, hein, en guise d'avis, si vous voulez mon humble avis. D'ailleurs, ça semblerait-il être pour moi un simple hasard, mais j'ai l'impression que c'est souvent les femmes dans les productions hollywoodiennes et surtout les séries qui sont les plus détestées. On a bien sûr Skyler White de la même série d'AMC, à savoir Breaking Bad, qui elle aussi fait partie des personnages les plus détestés de sa propre série. Dans les animés, bon, je vous en parle même pas, que ce soit les Sakura, les Bulma, etc., ce sont des femmes extrêmement détestées dans leur univers dans lequel ils se trouvent. Et ça, je trouve ça extrêmement sexiste de la part de notre société. Mais pour défendre le cas de Laurie, et ben laissez-moi vous dire que Laurie était un personnage beaucoup plus important que ce que l'on puisse imaginer. Déjà, c'est elle qui a créé un conflit entre Rick et Shane, donc du coup, dites-vous que sans ça, Shane ne serait pas le meilleur personnage de toute la série. Aussi, c'est elle qui a pris soin de Carl pendant que Rick, bon, était soit dans le coma, ou soit que Shane n'était pas là. En soi, je suis d'accord avec vous, Laurie, c'était pas la meilleure personnage de toute la série. Mais ayez au moins un minimum de dignité pour elle, surtout au vu des autres personnages les plus détestables qu'il y a dans cette série déjà. Et après, peut-être on pourra passer à autre chose. Désolé, excusez-moi, c'est juste que j'en ai tellement marre que les gens se disent que leurs personnages préférés sont souvent des femmes qui ne servent à rien dans les histoires. Bref, c'est bon, on peut fermer la parenthèse, ça y est. Mais du coup, se dire que c'est son propre fils qui va devoir l'achever avant qu'elle ne devienne un zombie, bah ça rajoute un petit côté extrêmement tragique. Parce que, avant ça, il a un flashback de son père qui lui dit qu'un jour, ses proches et plus proches vont mourir les uns après les autres et qu'au bout d'un moment ce sera à lui de grandir pour qu'il puisse se défaire de tout ça. Et lorsqu'il tue sa mère, et bah il passe un petit peu à l'âge adulte parce que bah Carl c'est un enfant au milieu de cette épidémie de zombies et les enfants au bout d'un moment doivent grandir dans des milieux hostiles. Et ce, beaucoup plus vite que ce que l'on peut croire. D'ailleurs, lorsque nos héros vont apprendre la mort de Laurie, et bah bon, ça va faire effondrer Rick forcément. Et le voir s'effondrer comme ça en est tellement triste et tellement tragique que certaines personnes en ont d'ailleurs fait un mème. Et ça, je trouve ça extrêmement injuste parce que, déjà, bon, là la présence d'Andrew Lincoln, surtout quand il passe après ça. Mais ouais, ça rajoute juste ce côté dramatique que franchement, ça m'a permis de me faire dire que est-ce que The Walking Dead serait peut-être pas un chef-d'œuvre. Bah, à ce stade-là, on aurait pu toutes et tous dire oui. Mais vous inquiétez pas, ça, on en vient plus tard, vous allez voir. Rick aura d'ailleurs tellement pété les plombs qu'il va jusqu'à s'acharner sur tous les zombies qu'il croise. Il va jusqu'à trouver le zombie qui a littéralement englouti sa femme, mais genre jusqu'à la dernière bouchée. Le mec qui va carrément jusqu'à l'éventrer pour aller la chercher, mais non, Robot, c'est bon, il reste plus grand chose quoi. Et encore, est-ce que les zombies ont des systèmes digestifs pour pouvoir, bah, déjà, je comprends même pas comment c'est un corps entier, en plus avec les os, pourrait rentrer à l'intérieur de ce truc, c'est inhumain. Et puis là, vient cet appel qui, en réalité, sont toutes les personnes qui se sont fait tuer au cours de la série, qui redonnent un minimum d'espoir à Rick et lui disent d'aller un petit peu de l'avant. Et Rick va aussi s'accaparer ces 3 questions qui resteront mythiques. Combien de rôdeurs avez-vous tué? Combien d'humains avez-vous tué? Et pourquoi? Ce questionnaire n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce questionnaire sera tellement posé par Rick au fil des saisons que ça en fera une phrase, pas mythique j'ai envie de dire, mais une phrase très symbolique de la part du monsieur qui montrera que ce sera le mec qui s'adaptera le plus dans cet univers de zombies. Mais c'est après tout ça qu'une rencontre anonyme va arriver, à savoir la rencontre de Michonne. Michonne qui, à force de fouiner du côté des gouverneurs, a fini par y trouver certaines choses qui feraient douter un petit peu de sa gouvernance autour de Woodbury. Et c'est comme ça que Rick et Michonne vont devoir se rencontrer et formeront... Je ne veux pas spoiler de suite les gars, attendez qu'on y vienne. Et là, à partir de là, la saison 3 peut réellement commencer. Si vous pensiez que la mort de Laurie c'est ce qu'il y avait de plus tragique, croyez-moi que la suite des événements va être encore plus dramatique. Et là, il y a plein de rebondissements qui se fait. À savoir, il y a Darry qui apprend que son frère est toujours en vie et qui travaille pour le gouverneur à Woodbury. Et qu'en plus, le gouverneur maintient aussi Andrea. Ou tout du moins qu'Andrea accorde une pleine confiance envers le gouverneur, sachant qu'Andrea ne sait toujours pas que son groupe est encore en vie, malgré le fait que le groupe pense qu'Andrea s'est fait bouffer par les zombies à la ferme. Sauf que cette libération, elle va mener à la plus grande guerre que tout The Walking Dead ait connue. Ouais, si, la plus grande guerre, hein. Les autres guerres étaient de la merde, vous allez voir par la suite. Durant cette prise de sautage de merde, nos héros font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir, sauver merde justement. Sauf que dans le procédé, Darry se fait capturer, certes, mais au final, ils arrivent plus ou moins à réussir leur coup. Mais ce dont on s'en rend pas compte, c'est que la guerre, ça est trop tard, maintenant elle est déclenchée. Et ce conflit va, s'alimenter petit à petit tout au long de la saison 3, jusqu'à se résulter sur des morts quasiment gratuites, et qui arrivent vraiment d'un coup comme ça, un petit peu comme ce pauvre moustachu là. J'ai pas parlé aussi de la grosse qualité de l'entièreté de la série The Walking Dead. C'est qu'à chaque fois, la série,
t'as beau mettre n'importe combien d'épisodes, et bah t'arrives jamais à t'ennuyer. Chaque épisode dure le temps qu'il faut, chaque épisode est suffisant en termes de saison. Je vous ai parlé de la deuxième saison qui faisait 13 épisodes, et c'est vrai que c'est très long, mais la saison 3, elle en fait 16, et en 16 épisodes, le rythme est tellement bien soutenu, il s'y passe tellement de choses, et sans jamais que t'arrives à t'ennuyer tout au long. À un moment, t'as Maggie et Glenn qui sont kidnappés, sachant que Maggie subit un harcèlement sexuel de la part du gouverneur. Si, à partir du moment où le mec se déshabille pour aller jusqu'à abuser de Maggie, c'est quasiment du viol. À partir du moment où tu l'exhibes, voilà. Pendant un épisode, t'as Rick qui se retrouve face au gouverneur à devoir discuter, à débattre, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire de la prison. Pendant un autre épisode, t'as Andrea qui essaie de rejoindre Rick et compagnie jusqu'à la prison pour pouvoir prévenir que le gouverneur va lancer une grande offensive envers la prison pour montrer que ils vont tout niquer, tout détruire et s'en prendre à la prison, quitte à ce que ils aient rien demandé. Et est-ce que j'ai parlé de l'épisode solo? On retrouve enfin Morgan après 3 saisons d'absence. Franchement, c'est une saison tellement bien rythmée, tellement bien faite. En fait, tu t'ennuies presque jamais alors qu'il y a plus de 16 épisodes. Et c'est ça qui me faisait un peu frissonner quand je voyais le nombre d'épisodes de The Walking Dead avant que je le commence. Qu'il y ait tellement d'épisodes en plus de 40 minutes chacun, je me dis... Putain, mais ça va être tellement ennuyeux à la longue, je vais jamais tenir le coup en fait. Et pourtant, cette saison 3, elle a réussi à relever le défi avec brio, réussir à maintenir le spectateur en haleine malgré le fait qu'il y ait trop d'épisodes pour que le spectateur puisse suivre. Et d'ailleurs, parlons de l'épisode solo avec Morgan justement. Cet épisode solo est excellent lui aussi. Déjà, on a des nouvelles de Morgan, bon, ce qui fait quand même plaisir d'avoir des nouvelles d'un de ses personnages préférés qu'on a suivi dès le début de la série. Mais surtout, on apprend que la mort de son fils, la tuerie de sa femme, bon, en zombie bien sûr, l'a mis tellement en rogne et tellement en rage, et l'a tellement fait péter les plombs que le mec n'arrive clairement pas à s'en remettre. Et il est devenu complètement fou. Regardez la forteresse qui m'a forgé, putain de sa race. Le mec, il a pété les plombs à ce niveau-là. Le mec, il veut même tuer des êtres humains carrément. Il se rend pas compte de la vie qu'il fait. Et vous voulez qu'on rentre encore plus dans l'abus? Le mec, il a 40 000 et une armes. Le gars, il a pété les plombs à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu vas en faire de la moitié de tes armes que t'as collectionnées, frère? Tu joues à quoi? Tu joues à Pokémon, à des cartes Pokémon? Non, c'est des fusils d'armes, ma gueule. Calme-toi. Et est-ce que j'ai aussi besoin de parler du fait qu'on arrive à développer dans cet épisode-là une amitié entre Carl et Michonne? Franchement, ça fait du bien aussi un petit peu de légèreté dans un épisode aussi brutal que celui-ci. En plus, l'épisode il se termine sur une musique vraiment incroyable que vraiment je suis obligé de vous faire passer tellement elle est agréable rien qu'aux oreilles. Oh Lord, heaven's waiting, open up your door. Oh Lord, heaven's waiting, open up your door. Lead me home, lead me home. Bref, tout ce cumulage-là fait que on a déjà une très bonne saison, voire même une excellente saison. Rajouzi, juste un gouverneur qui veut s'en prendre à la prison, mais il se fait avoir à tout bout de champ. Tout ça pour qu'il aille s'en prendre jusqu'à ses propres soldats. Mais au final, toute la civilisation finisse par le cramer et décide d'aller en prison parce que ça paraît sûrement beaucoup plus safe là-bas. Et j'ajoute aussi... Ah, ils ont tué Andrea carrément. Putain de merde! On s'en rend pas compte sur long terme, mais cette mort-là, c'est une erreur. Mais une erreur qui va coûter à la série pendant un temps incalculé, vous imaginez pas. Jusqu'à maintenant, je trouvais le personnage d'Andrea pas très intéressant depuis la mort d'Amy. Certes, ça aurait pu être un personnage très intéressant à creuser. Dans la saison 2, bon, on avait envie de la gifler toutes les 3 quarts d'heure tellement elle faisait de conneries. Mais là, dans la saison 3, tu sentais que c'était un petit peu sa saison de rédemption. La saison, on aurait pu se dire que pendant tout le long de la série, elle allait devenir un personnage mieux creusé, mieux développé, qui aurait une meilleure histoire. Bref, ça aurait pu être un personnage hyper intéressant, surtout avec la relation qu'elle a eue déjà avec le gouverneur. Mais hélas, les scénaristes ont décidé de la tuer pour une raison. Je sais pas, mais d'après ce qu'ont dit les rumeurs, l'actrice qui jouait Andrea a elle-même été choquée d'apprendre que le personnage mourait lorsqu'elle a lu le script. Et moi, je vois ça, je me dis, est-ce que les scénaristes n'auraient pas fait ça juste pour choquer les spectateurs, en plus des lecteurs? Parce que oui, je rappelle que dans les comics, Andrea survit jusqu'au bout de la série, sachez-le. Et là, on commence à flairer un tout petit défaut qui, certes, est tout petit, mais qui va commencer vraiment à grossir au long du terme. J'ai l'impression qu'on a tué ce personnage, mais juste pour choquer les spectateurs et un petit peu pour rien scénaristiquement parlant. Parce que c'est bien de vouloir tuer juste pour choquer tes spectateurs, c'est bien. Mais tu peux aussi choquer tes spectateurs de plein d'autres façons. On le verra au long de la série là aussi. Mais il y a plein d'autres façons de choquer son spectateur sans avoir à le prendre pour un con et juste pour choquer. Si tu veux choquer juste pour choquer, c'est que peut-être fallait pas tuer ton personnage. Mais si tu as envie de choquer ton spectateur juste parce que ton scénario doit avancer, c'est une plutôt bonne avancée que tu devrais faire. Mais dans les cas d'Andrea, il fallait pas la tuer.
limite, Michonne aurait peut-être été plus logique. Et Andrea aurait pu prendre son katana pour pouvoir avoir un peu plus de charisme et de badasserie. Mais je pense que si on l'a tué, c'est aussi parce que... Bon, je vais un peu spéculer, mais je pense que c'est aussi un peu une question de quota. En effet, Michonne est noire dans le show, et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de personnages noirs au sein du groupe, ça aurait été assez compliqué pour la diversité de tout le monde. Du coup, je pense qu'il a été préférable pour tout le monde de tuer Andrea à la place de Michonne. Et encore, est-ce que Michonne, elle meurt dans le comics? Ça, je ne sais pas. Je n'ai même pas lu le comics, je m'attarde juste sur les détails que je sais, hein, bien sûr. Et après, bien sûr, ce que je dis, ce n'est que ma théorie. Je suis pas en train de spéculer que Andrea a été tuée juste parce qu'elle était blanche, et aussi parce que Michonne, fallait la garder parce qu'elle est noire et c'est la seule noire du groupe. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça, c'est juste une théorie que je spécule et je suis pas prêt d'avoir la vérité absolue pour pouvoir le savoir. D'ailleurs, vous non plus, si vous mettez les commentaires de même style que moi. Mais je dis juste que j'ai l'impression qu'on a voulu tuer le personnage Andrea comme ça, c'est tout. Et dit comme ça, ça a l'air d'être un petit défaut, mais ce petit défaut va tellement se cumuler dans le long de la série que ça va finir par la rendre un petit peu lassante. Ceci dit, la saison 3 se termine plutôt bien et a une franchement très belle fin. Ça se termine bien sûr sur les civils de Woodbury qui aménagent à la prison. Et franchement, c'est une très belle fin. La série aurait très bien pu se conclure là et ça aurait été excellent. Mais il faut pas oublier que le gouverneur, lui, il a sûrement encore quelques comptes à régler, comme on va le voir dans la prochaine saison, qui, elle, comment dire, je dirais que c'est cette saison en fait qui va pas signer le début de la fin de The Walking Dead, mais qui va le faire basculer sur un âge beaucoup plus... Voilà quoi. Plusieurs mois après la guerre contre Woodbury, les prisonniers, enfin les habitants de la prison, vivent plutôt bien. Rick s'est converti en agriculteur, Herschel a réconforté Rick dans le deuil de sa femme. Bref, nos héros, ils vivent une plutôt belle vie et s'en sortent plutôt bien. Jusqu'à ce que un virus se réclame dans la prison en fait, tout simplement. Ce virus va tuer énormément de civils, énormément de personnes et même d'autres vont être obligés de faire des sacrifices pour éviter à ce que le virus se propage petit à petit. Et là déjà, je note une nouvelle qualité pour cette série. Chaque saison, la série elle est capable de se renouveler. La première saison, ça va faire une apocalypse zombie comme on l'a vu dans les films au cinéma. La deuxième saison, t'avais un développement autour des personnages carrément au milieu d'une ferme pour être un peu plus original. Dans la troisième saison, t'as carrément nos héros autour d'une prison et t'as la ville de Woodbury carrément. Et là maintenant, t'as la quatrième saison dans laquelle ça se passe certes en prison, mais où il y a carrément une épidémie face auquel nos héros vont devoir faire face. Franchement, c'est du grand art de se renouveler autant de fois dans une série. Parce que nos héros, ils ont appris que c'est pas face aux zombies qu'ils allaient avoir à faire face dans la précédente saison. Mais ça allait être face aussi à d'autres humains beaucoup plus méchants que ce que l'on peut croire. Parce que oui, dans les saisons qui vont suivre, les zombies vont devenir de plus en plus secondaires et c'est dommage. Et cette saison 4, elle est aussi là pour un petit peu nous rafraîchir la mémoire. Nous rafraîchir la mémoire sur le fait que, les gars, on vit encore dans un monde de zombies. Et ce monde de zombies, justement, il est encore là pour vous bouffer. N'oubliez pas ça. Au passage, t'as aussi ces deux fillettes... Ouais, si vous avez vu la fin de la saison 4, vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans les minutes qui vont suivre. Mad Matt a parlé de cette saison 4 comme une grande tragédie. Bon, pas shakespearienne non plus, mais c'est vrai que la saison 4, c'est littéralement la saison de la tragédie. La tragédie, elle commence d'abord par un lourd constat de nombreux morts, dont le meilleur ami de Carl qu'il était devenu, mais qui au final est mort de ce virus justement et qui s'est mis à tuer tous ses compagnons aux alentours, tandis que les autres sont eux aussi touchés par le virus pour la plupart. D'autres survivront et d'autres malheureusement pas du tout. Et Herschel arrive quand même à garder sa foi religieuse pour pouvoir soulager tout le monde. Quand je vous dis que la religion elle prend beaucoup de place dans The Walking Dead, et c'est en positif. Si nos héros ils en sont là aujourd'hui et sont capables de faire la paix avec eux-mêmes tout en se soudant ensemble, c'est aussi grâce à la religion, c'est aussi grâce à Herschel qu'ils en sont là. De son côté, on a aussi le bannissement de Carol par Rick après qu'il ait appris que c'est Carol en fait qui a tué la meuf de Tyrese. Parce que oui, Tyrese c'est un nouveau personnage qui s'est incrusté dans l'histoire et c'est un bon personnage. On y vient plus tard. Mais dans l'eau, on a aussi Sacha qui pour l'instant n'est
pas très intéressante, mais par la suite elle va le devenir, ça c'est une bonne chose. Juste là pour l'instant les personnages sont encore un peu nouveaux et un peu frais pour les spectateurs, du coup c'est normal qu'on s'y attache pas assez facilement. Mais néanmoins Tyrese donne un petit peu du sien, parce que le mec il a quand même appris que sa femme s'est fait tuer, et ça lui donne un peu plus de personnalité, et ça lui fait un peu plus de place au milieu du show. Je vous ai dit que c'était une qualité dans la saison 2, et visiblement les gars, ils savent pas du tout changer les types qui gagnent, et ça c'est bien. Bref, peu importe l'adversité, peu importe à quoi est-ce qu'ils sont confrontés, on a vraiment l'impression que nos héros, ils ont grandi, ils ont changé, et ils sont prêts à faire face à cet apocalypse, et ça c'est une bonne chose. Jusque là on aurait pu se dire, franchement saison 4, très bonne saison, magnifique, incroyable, même si on reste en dessous de la saison 3 quand même, mais franchement ça reste toujours qualitatif. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour pouvoir y rajouter un peu plus de sel au milieu de tout ça? Et ouais, exactement. Il fallait juste rajouter le gouverneur, tout simplement. Et vous voyez, c'est pile à ce moment-là, je considère le gouverneur comme le meilleur antagoniste de toute la série The Walking Dead. Ouais, meilleur que Negan, et je vous emmerde. Déjà parce que ses actes sont beaucoup plus cruels, hein, comme on l'a vu au long de la série. Et à côté, Negan, bon, c'est plus un copain de récré, plus qu'un gars extrêmement violent et cruel envers ses ennemis. C'est celui qui a donné le plus de fil à retordre aux héros, et surtout, c'est celui qui cumule les crimes les plus horribles de toute la série. Je rappelle que le gars, il a quand même violé Maggie. Voilà, c'est pas soulevé par les fans, mais je préfère le rappeler juste au cas où. C'est celui qui s'accapare toutes les richesses de tous les groupes environnants autour de lui pour pouvoir faire grandir sa communauté. Bon, son ancienne communauté du coup, hein, vous aurez compris. C'est aussi celui qui manipule absolument tout le monde autour de lui pour qu'il puisse maintenir son pouvoir, et qui avait fait à l'époque mais qui le fait encore aujourd'hui, parce que visiblement la première fois ça lui a pas suffi de leçon. Mais je dois avouer que dans les 3 épisodes qui lui succèdent, et le personnage incarné par David Morrissey crève l'écran, et surtout nous fait plus empathiser envers lui. Je savais même pas que j'étais capable de sympathiser face à un violeur, putain, c'est une dinguerie. Rien que son histoire, par exemple, avec cette petite fille qui est attachante. Et bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'a fait les larmes aux yeux, mais franchement, ça m'a quand même touché ce que j'ai vu. Surtout au vu que tu sais que, sa fille zombifiée. Ouais, voilà, il en garde encore des souvenirs, miskin. Sa pote, à savoir Tara, qui pour moi est le symbole de la future descente de la série, comme on va le voir petit à petit, mais je vais développer un peu plus tard dans la saison. Et aussi sa nouvelle femme, parce que visiblement le gouverneur est un dragueur professionnel. Mais du coup, j'aimerais bien voir ses techniques de drague. Bon, sauf le viol de Maggie, bien sûr, hein, je demande pas ça. Hein. Bref, le gouverneur, c'est un méchant complexe, comme on l'adore dans les nombreuses séries et films qu'on regarde dans la pop culture. C'est tout ce que j'aime, moi. J'aime avoir ce genre de choses. Quand je vous dis que ce gars-là, c'est un meilleur antagoniste que Negan. Bon, Negan est un très bon antagoniste, hein, je dis pas. Mais bon, quand tu te confrontes au gouverneur et que tu vois ce dont le gars est capable, voilà quoi, hein, t'attends pas à grand-chose. Et avec tout ça, on aurait pu se dire, bon, c'est bon, le gouverneur, il a eu sa rédemption. Le gars, il veut se forger une nouvelle vie, etc., etc. Il se rachètera peut-être jamais de toutes les fautes qu'il a fait. Hein. Il a retrouvé ses anciens collègues avec lesquels, bon, il s'entendait bien, etc., etc. Franchement, les gars, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Le gars, il s'en sort plutôt bien jusque-là. Et oui les gars, le gouverneur c'est la preuve que même si t'as le potentiel de changer et qu'on t'en donne des chances, et ça t'empêche pas de faire des conneries par derrière. Certaines personnes sont peut-être faites pour changer, mais pas le gouverneur, il en fait clairement pas partie. D'ailleurs, Herschel lui-même l'aura remarqué en essayant de raisonner le gouverneur malgré tout, mais ce dernier n'acceptera pas la reddition. Rick l'empêchera d'attaquer la prison avec un putain de tank quand même, ce qui est gros et énorme hein, pour ce que ça représente. Et avec le discours engagé que Rick nous montre, on aurait pu se dire que le gouverneur aurait pu changer à ce moment-là, parce que c'était la dernière chance qu'ils avaient. Mais bon, malgré tout ça, on sait toutes et tous comment est-ce que ça a fini. Il fallait que Herschel se fasse égorger. Il fallait qu'il se fasse achever par le gouverneur. Il fallait qu'en plus de ça, la fille avec laquelle il s'était attaché se fasse mordre d'un coup. Il fallait que sa femme, bon, hors champ, sa nouvelle femme, se fasse bouffer elle. Mais bon, en même temps, on est dans une saison tragédiciale, hein, je préfère appeler. Il fallait que ce tank perfore les grilles de la prison pour pouvoir entièrement l'attaquer. Il fallait que ces personnes soient évacuées, tout ça pour que de toute façon ils finissent tous des tous par mourir, sachant que Glenn était à l'intérieur. Les gars, prenez note, Glenn est monté dans le bus à moitié malade. Surtout le à moitié malade, notez. Voilà, comme ça au moins on y revient juste après. Et même les autres soldats, tous les autres soldats auraient très bien pu rendre les armes et ne pas du tout participer à la fusillade du gouverneur. Mais au final, ça ne s'est pas fait. Et c'est ça qui en fait de cette saison 4 une grande tragédie. Une tragédie qui fait que, au final, dans cette guerre, personne n'a rien gagné. De toute façon,
tout le monde a abandonné Woodbury, que le gouverneur a décidé de brûler. La prison n'a été qu'une cible qui au final n'a réussi à absolument personne tellement tout le monde la voulait, puisque cette guerre a fini par entièrement la détruire. La majorité des personnes que l'on aimait, dont Judith d'ailleurs, la petite sœur de Carl et donc fille de Laurie, s'est faite bouffer, comme on peut le voir sur les traces de sang sur l'autosiège que l'on peut voir juste ici. Personne n'a rien gagné, mais tout le monde a absolument tout perdu. Tout jusqu'à la fin. En d'autres termes, eh bah, c'est une tragédie. Tout simplement. D'ailleurs, Carl va tellement péter les plombs envers son propre père qu'il lui en veut carrément d'avoir presque laissé tomber la prison tout entière. Tout ça pour être devenu férié sans avoir à se dire que le gouverneur pourrait potentiellement revenir. Et aussi parce que Carl, ça reste un gosse. Un gosse qui a vécu la mort entière de ses proches et dont son grand-père de substitution, Herschel. Et faut pas oublier que sans Herschel, plus de valeurs religieuses. Et si plus de valeurs religieuses, et à quoi ça sert de survivre malgré tout? C'est Herschel qui donnait le plus d'espoir aux autres, surtout aux plus démunis. C'est Herschel qui était là pour tout le monde à chaque fois que chacun et chacune avait un problème avec tout le monde. C'est Herschel qui a soulagé tout le monde lorsqu'ils étaient chacun et chacune sous la grande paix. Et c'est Herschel qui a soutenu tout le monde lorsque tout le monde était dans cette putain de galère. En d'autres termes, Herschel, c'était la grosse boussole morale qui a réussi à substituer à Dale après sa triste mort. Mais maintenant qu'il n'y a plus de boussole morale à cause de la tragédie que je vous ai citée tout à l'heure, nos héros ne sont presque plus rien. Et cet épisode 9 de la saison 4 va finir par nous le prouver. Carl a plus aucune humanité maintenant et va jusqu'à se débrouiller tout seul comme un grand pour montrer qu'il a grandi. Et il se résout presque à essayer de tuer son père, soi-disant zombifié, même si malgré tout, il arrive à ressusciter. Bon, même moi je comprends pas ça. Peut-être que Rick est immunisé. Je sais pas, c'est une théorie qui traîne sur internet, mais bon, je m'en fous. Michonne, elle aussi, affronte ses propres traumatismes, et ces trois-là finissent par enfin se retrouver. Cet épisode-là, je l'ai trouvé extrêmement beau, surtout après ce que l'on nous a servi dans l'épisode précédent. Non seulement ça fait du bien de voir nos persos se retrouver, après je vais dire des heures de séparation, mais je dirais des jours, vu du temps qui passe dans l'épisode. Mais voilà, pour eux et pour à peu près tout le reste, ça finit plutôt bien. Sauf pour les autres survivants. T'as Daryl et Bess qui se baladent un petit peu tous les deux, parce que bon, ils sont obligés de se retrouver à deux vu qu'ils n'avaient pas trop le choix. T'as Maggie qui souhaite retrouver Glenn aux côtés de Sacha et de Bob. Ah oui, un nouveau personnage super intéressant. Retenez bien ça, je vous jure, il est intéressant. Et Glenn qui... Quoi? Vous allez me faire croire que Glenn, avec la maladie qu'il a, il avait le temps de sortir du bus pour ensuite s'enfiler toute une combinaison de combat, tout ça pour au final se retrouver évanoui au milieu d'un pont détruit par un tank, sachant qu'il aurait pu être emporté par le souffle de l'explosion. Une explosion qui aurait pu le tuer. Glenn, sans déconner. Sérieux, je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu arriver et comment est-ce que c'est arrivé. Mais bon, après ça, il rencontrera quand même Tara, un personnage très intéressant parce qu'elle est lesbienne. Et là, comme ça, on s'en rend pas compte, mais Rosita, c'est la première personnage d'une longue catégorie de personnages inintéressants possibles qui vont s'incruster dans l'intrigue sans qu'ils puissent apporter quoi que ce soit à cette dernière et sans qu'ils puissent captiver le spectateur ne serait-ce qu'un peu. Je pèse un petit peu mes mots, sachez-le, mais voilà, sachez que son seul trait de caractère à elle, c'est d'être lesbienne, et elle a pas grand-chose d'autre pour elle. Et je sais que les mecs voulaient déjà être inclusifs dès 2013. Mais bon, c'est pas en mettant des gays ou des lesbiennes dans des séries ou des films que ça voudra forcément dire que ce sera gagné. Ce sera, certes, un très grand pas quand même, dans l'intégration des personnes LGBT dans les séries et films, c'est bien, mais... au final, à quoi ça sert si tu les développes pas ou que t'en fais pas des personnages intéressants? Et je dis ça parce que Tara, ce sera la première vraie personnage inintéressant de cette série, sans aucun développement et sans aucune histoire intéressante, qui va se faire traîner par la série
tout au long sans qu'il n'y ait rien à raconter derrière. Et maintenant, faut qu'on parle de la moitié de la saison 4. Enfin, des deux moitiés précisément. La première moitié était bien, c'était incroyable, etc. comme vous voulez. Mais là, la seconde moitié, il y a un problème. Il y a 8 autres épisodes qui sont peut-être en trop pour la plupart et pour d'autres sont très bien. Ce que je veux dire, c'est que durant cette deuxième moitié de saison 4, il ne se passe vraiment pas grand-chose. T'as nos héros qui sont en vadrouille, ils se vagabondent à droite à gauche et tuent des zombies. Dumbass. Come here, dumbass. Et les zombies, c'est important qu'on en parle aussi. Les zombies, dans la première saison, avaient de très bonnes agilités. Les mecs, ils pouvaient prendre des pierres pour casser des vitres, ils pouvaient escalader des grillages. Bref, c'était plutôt bien pour des zombies comme ça. Et ça les rendait juste dangereux en fait. Hein. T'avais envie de les fuir. Même certains pouvaient courir. Juste la première zombie qu'on voit là, par exemple, elle est capable de courir, comme il est en train de nous le montrer. Or là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à partir de la saison 2. Mais les zombies, ils sont devenus lents, mais genre lents à en crever. Les mecs se contentent uniquement de marcher jusqu'à leur proie et c'est leur seule capacité à... Dans le long de la série, ils sont capables de rien d'autre derrière. Et là, il faut qu'on parle des autres séries et films de zombies. En général, quand les séries et films de zombies sont sur le long terme, donc qui durent très longtemps, eh bien, il y a 3 règles précises à respecter. La première, tu dois faire évoluer tes personnages dans un environnement dangereux, un environnement où tout le monde veut la mort de tout le monde, un environnement où nos héros ont du mal à se sortir. Bref, il faut que nos héros galèrent et puissent affronter des situations sérieuses et dangereuses où ils peuvent y laisser la peau et leurs organes vitaux. La deuxième règle, tu te dois de proposer des méchants au minimum intéressants tout au long de chaque arc d'une série de zombies. Par exemple, je vais envie de citer The Last of Us, et ben dans chaque niveau dans The Last of Us, et ben on propose des méchants au panel, tous et tous aussi différents les uns que les autres. Et c'est pas pour rien que ça fait de The Last of Us, série et jeux vidéo confondus, meilleure œuvre de zombies jamais créée jusque-là. Ouais les gars, je sais, je vais très loin dans ce débat, mais je n'ai pas de débat à débattre. Mais respectez aussi une troisième règle ultra importante, faire évoluer ces zombies au long de l'épidémie. Parce que soyons honnêtes, un mec qui fait... c'est pas très intéressant quoi. Alors que si tu fais évoluer ton zombie dans un nouvel environnement, que tu fais muter le virus par exemple, que tu lui fais faire avoir une forme quasi badass et dévastateur, et bah ça rend ton zombie encore plus dangereux et donc ton œuvre beaucoup plus intéressante, parce que tu te demandes comment est-ce que nos héros vont faire face à cette nouvelle espèce de zombie à chaque fois. Mais cette série n'a pas du tout respecté ça. Enfin si, ils l'ont respecté, mais à moitié, j'ai envie de dire. Parce que là, on a affaire à des zombies en pré-décomposition. C'est-à-dire que ce sont des cadavres qui se décomposent avec le temps, comme des cadavres humains normaux. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que ça affaiblit tes zombies. Donc du coup, à la fin de ta série, les zombies doivent tomber, forcément. Puisque tes cadavres sont en train de se décomposer. Et vu que le virus, il vient du cerveau, et donc il alimente justement ce cerveau, et bah ce cerveau, lui aussi, doit se décomposer avec le temps. Puisque il peut pas survivre. Et enfin, dernier petit détail, qui devrait faire questionner les personnages de la série, semblerait-il. Normalement, au stade où ils en sont, enfin... L'épidémie existe depuis quelques mois à leur temps, mais au temps où ils devraient être dans très longtemps, ou non pas très longtemps, soit dans quelques années, via ce calcul que j'ai la flemme de vous détailler, et il devrait absolument plus y avoir de zombies dans le monde en fait. Il devrait certes y en avoir un petit peu, mais je pense qu'avec le temps, ces mêmes zombies justement, finissent un jour toutes et tous par tomber, genre comme ça, direct par, pas par magie, mais par scientifisme, c'est de la logique en soi. Or, vous allez voir qu'avec le temps, les zombies qu'il faut tout au long, ça va être un chiant possible, et ça l'est déjà dans la saison 4, donc je vous laisse imaginer dans les saisons suivantes à quel point ça va être chiant. Après je dis pas, dans cette moitié de saison il y a des bons épisodes, l'épisode entre Daryl et Bess où Daryl se confie son passé auprès de Bess et lui dit que c'est un petit peu de connasse de pas pleurer pour son petit ami mort et de pas avoir de regret de se dire que son père est mort. Bon, c'est une bonne tape dans le dos, mais ça fait du bien. Et t'as aussi un autre épisode où t'as Rick et compagnie qui sont chez eux. Enfin, t'as juste Rick qui est tout seul dans leur nouvelle maison, mais qui se font attaquer par un mystérieux gang très étrange. Et au milieu de tout ça, t'as nos héros qui se retrouvent à devoir se longer les rails jusqu'à ce que l'on appelle le terminus. Là déjà, cette moitié de saison elle est plutôt bien construite dans l'ensemble, mais il y a des épisodes qui sont chiants. Par exemple, je pense aux nombreux épisodes entre Sacha, Maggie et Bob qui sont
très peu intéressant, mais il y a une belle relation qui se crée entre Bob et Sacha, qui les rend tous les deux attachants et mettent leur personnage en avant, et ça c'est plutôt bon. T'as Daryl qui rejoint ce mystérieux gang qui, en fait, envoie Rick pour, avoir vu un de leurs caméras se faire tuer, et c'est un groupe, disons-le, assez spécial quand même, comme on va le voir par la suite. Et d'un côté, t'as Maggie et les autres, à savoir un nouveau groupe aussi en supplément, qui retrouve enfin Glenn. Parce que oui, il y a un groupe de 3 qui s'est rejoint dans l'histoire, à savoir Abraham, Rosita et Eugène, un gars qui prétend avoir le virus pour pouvoir éradiquer tous les zombies aux alentours du pays, voire même du monde. Et là les gars, je sais que ça fait beaucoup de problèmes d'un coup, mais il y a encore un autre problème. On a affaire à peut-être un petit peu trop, si ce n'est peut-être beaucoup trop de personnages à la suite. Et là déjà ça devient un peu gênant. Dans les saisons précédentes, t'avais aussi pas mal de personnages, mais certains de ces personnages étaient plus mis en avant que d'autres, mais t'avais jamais l'impression d'avoir cet effet un petit peu d'indigestion. Là, on te met trop de personnages à la fois. T'as Maggie et Glenn qui se retrouvent au milieu de Tara avec un autre groupe qui cherche un vaccin contre le virus. Ensuite, t'as Rick, Michonne et Carl qui se baladent avec un autre groupe derrière qui sont à leur cul. T'as Bess qui s'est fait kidnapper encore une fois par un autre groupe et Daryl qui rejoint ce fameux gang dont je vous ai parlé. Bref, ça fait pas beaucoup, mais ça fait déjà un petit peu beaucoup quand même. Cela dit, on peut reprocher le nombre de personnages, certes, mais ces personnages-là, ils ont un caractère bien mis en avant et nous donnent envie de s'attacher à certains pour la plupart. Ah, et j'ai oublié aussi, t'as aussi Tyrese avec Carol et les 2 petites filles. Et ça par contre, ça c'est intéressant et ça accentue le côté tragique de l'histoire. Là où Carl a compris qu'il devra grandir dans un monde rempli de monstres qui voudra le bouffer et où il devra se débrouiller pour pouvoir survivre en fait tout simplement, on a d'un côté une jeune fille qui sait à qui est-ce qu'il a affaire comme genre de monstre et qu'elle sait qu'elle va devoir se bouger le cul pour pouvoir survivre, et de l'autre t'en as une qui a viré complètement fou et c'est sa grande sœur, ou plutôt a viré complètement folle, voilà. La meuf est persuadée que les zombies sont des êtres vivants. Des êtres conscients, genre des animaux que tu peux caresser, que tu peux chouchouter, et que s'ils se rapprochent de toi pour vouloir te manger, c'est pour pouvoir te rejoindre dans leur monde River, etc. Enfin, putain. Je vous assure que si on l'aurait ramenée au CDC, elle aurait pas du tout eu ce genre de réflexion. Forcément, comme elle est conne ou complètement folle, à vous de voir, elle va jusqu'à aller montrer ses propos aux autres, jusqu'à aller tuer sa propre petite sœur pour montrer que les zombies sont des créatures normaux qui, ont le droit de vivre au milieu de ce monde de table. Mais dans le fond, tu comprends que Carol ne peut pas laisser une telle créature, ou du moins un tel être humain, en vie. Elle le sait ça. Du coup, son seul choix qu'elle va devoir faire, c'est de l'exécuter. C'est triste, et ainsi va la vie. Cette personne était beaucoup trop dangereuse pour le reste du groupe. Forcément, elle devait y passer. C'est comme ça. C'était 2 jeunes filles innocentes, bousillées par le monde dans lequel ils vivaient. Et ça, c'est un petit peu la faute de Lison. Lison a trop voulu montrer aux autres que les zombies étaient des créatures normales qu'il fallait laisser en vie. Mais malheureusement, si elle veut faire des cadeaux à la vie, c'est que la vie lui a pas fait les bons cadeaux. Du coup, forcément, obligé qu'elle les passe et qu'elle se fasse déflorer par la mort. Just look at the flowers. Maggie et compagnie arrivent au terminus, bonne nouvelle, mais de l'autre côté, t'as Daryl et son groupe qui croisent Rick. Et là, tu sais que ça va mal finir au bout d'un moment. Tu sais que ça va mal finir. Et c'est le cas, ça a très mal fini. T'as un gars qui avait envie de violer Carl, semblerait-il. Bon, c'est la psychopathie humaine, ce stop. Et quand il faut pas toucher le fils d'un gars qui sait se défendre, mais genre vraiment, ça finit extrêmement mal. Donc du coup, quand Rick arrache la jugulaire de son agresseur, là, tu sais que c'est terminé pour les autres autour de lui, et tu sais que il n'y a plus aucune machine arrière qui peut être faite. Surtout quand une boussole morale à qui tu tenais est partie. Maintenant, là, on a affaire à un Rick plus sauvage que jamais et qui commence petit à petit à perdre foi en cette humanité, malgré le fait qu'il soit bien entouré et qu'il considère au milieu de tout ça Daryl véritablement comme son propre frère. You're my brother.
Mais Rick arrive quand même à garder espoir malgré le fait qu'il se méfie encore du terminus. Parce que bah, il a encore envie d'y croire qu'il y a encore des bonnes personnes autour du monde. Malgré le fait que bah, le gouverneur lui a mis une bonne patouille il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bref, nos héros arrivent enfin au terminus. Et tu sens que ça... Tu sens que là, ça joue provocation sur provocation. Déjà, tout le monde a vu ces objets confisqués. Du coup, bah, leur couverture est grillée à ceux du terminus. Et à cause de ça, Rick pète les plombs et retrouve ses héros, enfin ses potes du coup, à l'intérieur de ce container. Et là, à ce stade, c'est là que la saison se termine et on a affaire à une plutôt bonne saison dans l'ensemble. Hélas, comme je vous ai dit au long, il y a beaucoup de problèmes sur cette deuxième moitié de saison 4. Je ne vais pas vous les reciter, mais les incohérences scénaristiques qui se multiplient, les zombies qui deviennent lassants, etc., etc., et le nombre de personnages qui se démultiplient à la suite, bref, ça fait trop. Voilà, pour l'instant, ça fait un peu trop, surtout pour une série qui s'est montrée qualitative et qui a fait un perfect, j'abuse, mais un perfect quand même, en l'espace de 3 saisons. Et ça risque d'être problématique pour la suite. Je dis ça, je dis rien. En fait, je dirais que c'est à partir de ce moment-là où il y a deux catégories de fans qui vont se séparer. Les fans qui ont kiffé la série dès le début et qui étaient à fond sur la série et qui ont validé tout ce qui en suivait. Et de l'autre, on va suivre la deuxième catégorie, ceux qui veulent de l'action, du cliffhanger de partout, des personnages à foison, bref, des gars qui s'en foutent un petit peu de la médiocrité. En d'autres termes, on va faire un public ado plus qu'un public qui sont fans de bon goût. Notre mission consiste à emmener Eugène à Washington. Unis comme les 5 doigts de la main. Même si on va tous y passer bientôt. Ils ont joué au con avec les mauvaises personnes. Là où la saison 4 avait un côté bancal et un côté très réussi, faut l'avouer, et bah là, la saison 5 se rattrape sur quelques niveaux, sur quelques points, mais on verra qui, sans le vouloir, tombera dans ses anciens travers, mais réussira un petit peu à se rattraper. Je dis un petit peu. Ils sont nos amis. Ils ont besoin de moi. Rick. Bon déjà, il faut qu'on parle immédiatement, rien que de ça, de son premier épisode. Le premier épisode est tellement incroyable que c'est l'épisode qui cumulera près de 17 millions de téléspectateurs. Et là déjà, rendez-vous compte du chiffre, 17 millions de téléspectateurs, c'est énorme, me direz-vous. Et je rappelle encore une fois, on est en 2014. Et en 2014, il y a le streaming et compagnie, il y a mes couilles, bref, il y a toutes ces conneries qui commencent à apparaître un peu à droite à gauche. Et vous allez me dire, en quoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Eh ben c'est très simple. Déjà, on commence direct sur des chapeaux de roue avec des scènes d'exécution très sanglantes quand même. On nous révèle en plus que c'est pas un terminus, mais un réfugié de cannibales qui aime se nourrir d'êtres humains. Charmant, ça fait plaisir. T'as Carol qui arrive pour faire bombarder le milieu, pour pouvoir faire réagir des centaines de milliers de zombies aux alentours, histoire de faire dire à tout le monde que vous êtes toutes et tous dans la merde. Un carnage se fait, on voit toutes les horreurs que l'humanité est capable de faire, et ça fait dire à Rick que... Ok, l'humanité, laisse tomber, t'as plus d'espoir, crève, nique ta mère. Tout ça encore une fois dans un épisode tellement bien rythmé, tellement bien construit, que ça en fait un très grand épisode. Ajoute à ça aussi le re-questionnement de Tyrese sur l'humanité après avoir pardonné à Carol ce qu'elle a fait. Parce que oui, faut pas oublier que Carol a tué sa femme parce qu'elle était contaminée par ce fameux virus dont je vous ai cité tout à l'heure. Du coup, il va se mettre à re-questionner justement cet autre cannibale qui lui, lui refera des monologues à droite à gauche. Bon, un petit peu cliché, on va pas se mentir, au point que j'ai totalement oublié ce que les deux s'étaient dit. Enfin bref, nos cannibales sont vaincus, mais pas trop non plus, du coup ils kidnappent Bob et décident de lui manger la jambe, alors qu'il s'est fait mort. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Eric retrouve Carol et Tyrese avec son groupe, et en plus, surprise, Judith est en vie. Et là, encore une autre incohérence scénaristique. Comment c'est possible alors que sur le siège auto, on a vu du sang et des bouts de chair sur, dessus en fait. Donc, comment c'est possible que Judith... Comment c'est possible? Mais bon, cette incohérence passée outre, ça nous permet de témoigner un truc. Le premier épisode de la saison 5
et bah il fracasse sa mère, putain, c'est rythmé, y a de l'action et tout. Bref, c'est ce qu'on aime voir dans une série comme The Walking Dead, une série de zombies en plus qui plus est, franchement c'est bien. En dehors de ça, faut pas oublier que les cannibales, eux de leur côté, ils ont pas encore dit leur dernier mot, quoique on se demande quand même. Mais lorsqu'ils arrivent enfin face à leurs nouveaux ennemis, et bah leurs nouveaux ennemis en fait, ce sont leurs véritables meurtriers. Et ça permet de témoigner une seule chose. Les gars, ils ont tellement perdu en humanité à cause de l'attaque du gouverneur et en plus après avoir vu les horreurs du terminus que ces derniers ne veulent plus laisser la moindre chance à quelconque ennemi autour d'eux parce que l'humanité à leurs yeux sont tellement devenus cruels envers n'importe qui voulant s'aventurer dans ce bas monde que les gars ne veulent plus laisser donner de chance à qui que ce soit. Et le pire, c'est que ça se passe au milieu d'une église. L'église, c'est un endroit saint, un endroit où tu peux te recueillir devant Dieu. Et c'est là où Dieu voit le plus de choses. Or, là, Dieu, ce qu'il a vu, c'est ce qui est devenu l'humanité. À savoir, des gens qui pensent qu'à s'entretuer parce qu'ils trouvent qu'ils sont devenus trop cruels envers eux-mêmes. Et encore une fois, sans la moindre boussole morale à leur côté, tu sens que ces derniers, ils ont plus aucun espoir à donner à ce bas monde. En plus, avec Glenn et Maggie qui se dirigent jusqu'à Washington pour pouvoir délivrer le monde de cette épidémie, et ils se rendent compte qu'ils vont tellement loin dans la folie que Eugène est obligé de poucave son mensonge pour éviter déjà que tout le monde meure par sa faute, parce que c'est à cause de lui que tout le monde commence à crever, et Eugène se remet petit à petit en question à propos de ça. Il se rend compte que, à cause de son acte et à cause de sa lâcheté, il va jusqu'à tuer les gens autour de lui, et c'est un petit peu à cause de ce mensonge que des gens meurent. En d'autres termes, il n'y a pas d'espoir dans ce bas monde. Et cette série nous l'a fait comprendre jusqu'au bout. Même quand on apprend enfin que Bess est potentiellement en vie, ça rajoute une nouvelle pièce à la machine. On se dit que ça y est, il y a peut-être un nouvel espoir, peut-être qu'il y a moyen de sauver tout le monde. En plus, elle se trouve dans un hôpital. L'hôpital, c'est un endroit sain, un endroit bien protégé, etc., etc. Pour nos héros, franchement, ça peut être bien. Mais bon, au final, c'est là aussi qu'une illusion. Bess est entourée de psychopathes, dont un violeur qui... pour la famille Green, visiblement ça va être une routine, mais heureusement pour Bess, elle se sort plutôt bien, mieux que sa sœur en tout cas. Par contre, t'as une policière un peu trop violente, qui fait peut-être un petit peu trop la loi, et franchement, je me demande ce que ça aurait donné une conversation entre elle et Rick. Franchement, ça aurait été épique et j'aurais vraiment adoré voir ça tout au long de la saison. Mais bon, malheureusement, il a fallu que la saison se termine comme ça. Quelque part, on avait un potentiel énorme pour ce que ça allait donner en Kiss Dark. Mais bon, tout ça pour ça, ça fait chier. Même Maggie s'en sera effondrée après déjà avoir perdu son père et le reste de sa famille. Maintenant, c'est sa sœur qui y passe. Miskina pour elle, elle souffre. Donnez-lui un minimum de soutien, s'il vous plaît. Bon, Noah, la nouvelle recrue du groupe qui voulait faire revenir Bess à eux, a décidé de s'incruster dans le groupe, mais aussi de rentrer chez lui pour voir s'il n'y avait pas une communauté qui pouvait être encore sain et libre. Et au final, cette communauté s'est fait exterminer par un groupe avec un W sur le front. Notez ceci les gars, on va y revenir plus tard. Au milieu de ces ruines, nos héros débattent sur savoir comment est-ce qu'ils vont se sortir. Et ils se posent la question à savoir, les gars, si Eugène a dit qu'il voulait aller à Washington, est-ce que ce serait peut-être pas parce que Washington serait un endroit sûr pour pouvoir vivre et survivre, etc., etc. En plus avec les pluies et tout, et avec le climat qu'il fait, est-ce que là-bas les rôdeurs ne tomberaient-ils pas plus vite que là à Atlanta, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas aller là-bas, franchement? Et bon, résultat des courses, nos héros feront ceci. Noah constate que sa famille est morte. Bon, triste pour eux, bien sûr. Et Tyrese se fera mordre par le petit frère de Noah. Bon, on se dit qu'il va s'en sortir, c'est bien, parce que bon, il va se faire couper le bras, etc., etc. Tandis qu'il hallucine de ces nombreux fantômes qui le hantent autour de lui. Et après tout ça, c'est sous une mort au taquet cliché que Tyrese meurt. Tyrese qui avait un potentiel dans cette série, mais qui s'est fait tuer comme ça au hasard. Bon tu peux rejoindre Andrea, ma gueule, dans la catégorie des personnages ultra intéressants qui avaient beaucoup à proposer, mais qui au final, n'ont servi absolument à rien puisqu'ils se sont fait tuer beaucoup trop tôt. Je devrais peut-être changer le nom de cette catégorie parce que peut-être que le nom il est peut-être un peu long. Et là, mesdames et messieurs, on y est. Mon épisode préféré de toute la série, ever. Je ne veux rien entendre. Après avoir vécu tous les drames qu'ils ont vécu jusque-là, nos héros n'ont plus qu'une seule chose à faire, vagabonder au beau milieu de la route jusqu'à Washington. Et tu sens que tout le monde n'en peut plus et tout le monde est épuisé et n'ont plus que ça à faire. Marcher sur la route aux côtés d'un nouveau qui s'appelle Gabriel, justement, un prêtre catholique qui va s'incruster dans le groupe.
c'est une bonne chose. Les mecs, ils en peuvent tellement plus que lorsqu'ils sont suivis par des zombies, ils prennent même pas la peine de les affronter. Il faut que les pousser sur les rabords d'une falaise jusqu'à ce qu'ils tombent à l'eau. Les mecs, ils en peuvent tellement plus que lorsque le miracle de la pluie viendra à eux, et ben ils seront contents. Mais hélas, même la pluie ne les fera pas presque pas réjouir, parce qu'à un moment ils se réjouiront, certes, mais cette pluie deviendra de plus en plus violente. Ils vont devoir être obligés donc de trouver un abri plus sûr, et lorsque cet abri sûr sera retrouvé, et ben ils s'y abriteront tranquillement. Le moment justement de enfin se remettre en question au milieu de ce monde rempli de zombies. Rick remet en question tout son groupe justement, il les remet toutes et tous en question, les faisant dire que au final, il faut que vagabonder de route en route, de communauté en communauté, tout ça pour qu'au final, tout se termine mal, comme s'ils ne faisaient que mourir à petit feu. Voire même pire, c'est comme si en fait, ils étaient déjà morts au milieu de cette route. En d'autres termes, ce sont eux les morts vivants, ce sont eux qui marchent, ce sont eux les The Walking Dead comme ils l'appellent si bien. La tempête s'intensifie, les hordes de zombies commencent à apparaître devant et nos héros se réunissent tous ensemble malgré tout. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter la mort tandis que eux restent en vie. C'est les morts contre les vivants ou alors les vivants morts contre les morts vivants. C'est la bataille de leur vie. Ils sont prêts à tout pour survivre malgré le fait qu'il leur reste peu de temps à vivre pour la plupart. Jusque là ils ont vécu tellement d'aventures et tellement d'histoires ensemble qu'ils sont obligés de s'y opposer à cette porte. Parce que si elle s'effondre, bah ils meurent. Même Judith elle meurt justement. Parce qu'un bébé qui meurt au milieu d'une apocalypse zombie, ça faisait peut-être un peu trop, même pour les scénaristes. Et c'est en affrontant cette adversité que nos héros arrivent à survivre. Ils ont gagné, ils ont réussi, ils peuvent se reposer tout au long de cette journée. Sacha discute avec Maggie de tout ce qui leur est arrivé parce qu'ils ont une chose en commun qu'ils partagent, la majorité de leurs proches sont morts. Du coup, ils ont juste à contempler ce magnifique lever de soleil, une nouvelle aube, nous faisant dire que, cette série est géniale. Elle est wahel. Cet épisode nous montre le triste constat de ce que sont devenus nos héros préférés suite aux 5 saisons qui ont suivi, après tous les dramas qui ont suivi. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que cet épisode, en fait, ça aurait pu marquer la fin de The Walking Dead. La saison aurait très bien pu se terminer comme ça. La série même, dans son ensemble, aurait pu se terminer comme ça. Mais bon, au final... Hey. Hi. Oh, I didn't mean to interrupt. Good morning. My name is Aaron. I know. It's stranger danger. Et ouais, Aaron est arrivé. Mais ça, voyez-vous, on en parlera dans la partie 2 qui sortira prochainement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que 2 heures de... Enfin, 1 heure de... Ouais, ça fait presque 2 heures de vidéo que normalement ça tourne. Il y a encore un montage, je sais pas ce que ça va donner. Mais sachez que là, j'ai battu un record de vues de vidéo. Enfin, de temps de vidéo en tout cas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous ne serez pas trop ennuyé tout au long. J'ai dit beaucoup de choses en autant de temps. Et ça me fait plaisir. J'étais obligé de rusher certaines saisons parce que croyez-moi, on a à peine fait la moitié de la série, dites-vous. On n'a pas encore atteint le prime de la série encore, hein, pour l'instant. Mais bon, si vous en voulez plus, ne vous inquiétez pas. Il vous suffira juste d'aller vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et de me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce que je sors, etc., etc. Comme ça, moi, vous aurez la suite au plus tôt. Nous, en attendant, on se retrouve pour cette prochaine vidéo qui sortira, j'espère. Mais très prochainement, normalement le dernier jour du Ramadan si possible. Parce que là, j'ai la nuit du destin, je dois aller à la mosquée pour aller prier et me rembourser mes autres prières de 84 ans. C'était Red Satyr, tout quoi tout pas.